Voici Mo, le premier à passer de singe à humain, puis à Dieu. Il a passé 3 millions d'années à chasser, à évoluer et à devenir massif jusqu'à devenir immortel. Le gars était si fort qu'un simple coup de pied au sol faisait trembler la planète entière. Les démons à l'autre bout du monde pouvaient ressentir l'impact. Son seul problème actuel est qu'il s'ennuie à mourir sans rien à faire, alors il a décidé de filer vers un autre monde. Son assistant, Dragonligne, a même essayé de l'empêcher de tout abandonner. Mais ce gars est inarrêtable, alors il a simplement ignoré la magie et s'est-taillé de son propre monde. Pendant ce temps, sur Terre, un gamin a passé sa vie entière à regarder des harems d'un autre monde. Le gamin devient fou en pensant qu'il va être invoqué et saute d'un bâtiment. Résultat, le mec meurt comme un idiot. Heureusement pour lui, Mu Xiaobei a choisi son corps, et c'est ainsi que le gamin atteint enfin un autre monde. Le gamin pensait trouver un harem, mais ce qu'il a trouvé, c'est un dragon géant. Mu arrive enfin sur la minuscule terre dans le corps du gamin. Le gamin élu est Lio, un jeune de 17 ans qui s'est suicidé, alors il se réveille déjà en piteux état. La première chose qu'il fait est de retourner à la base. En fouillant dans les souvenirs de Li pour comprendre dans quelle vie il vient de débarquer, Mu découvre que le gamin était pauvre, seul et harcelé par un voyou de l'école. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il est surexcité d'avoir trouvé quelqu'un à frapper. Lorsqu'il teste ses bras, la douleur le met presque KO, et ce maniaque est ravi d'enfin ressentir quelque chose. Le lendemain, Mu se rend à l'école de Li, et la première chose qu'il fait est de traquer le harceleur pour se battre. Quand il se prend un coup de poing au visage, il devient fou de joie. Au moment où Mu riposte, son propre bras se brise complètement. C'est là qu'il réalise que ce corps est bien plus faible que l'original. Sachant qu'il ne peut pas utiliser les muscles de ses bras, de ses jambes, ni même sa magie, il décide d'utiliser son os le plus dur, son crâne. Et juste comme ça, il assomme le harceleur d'un coup de tête. Toute la classe filme la scène, sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que Lio terrasse l'aîné qui terrorisait tout le monde. Le protagoniste s'accroupit, mord l'oreille du harceleur et la recrache. Dans son monde, c'était un signe de respect. Mais sur Terre, c'est tout simplement du cannibalisme pur et dur. Le professeur traîne Mu dans le bureau du directeur et pète un câble, manquant de le frapper avec un classeur. Mais quand il voit Mu complètement surexcité, mourant d'envie de se prendre le coup, fais-le. Le vieil homme recule et appelle ses parents. Mu est renvoyé chez lui plutôt sans même comprendre les règles, mais il se dit qu'il doit juste retourner à la base et s'entraîner. Le plus étrange, c'est que sur Terre, il n'y a pas de mana. Mais puisque ce psychopathe est un dieu, il est le seul sur la planète à pouvoir utiliser la magie. De retour chez lui, il s'allonge pour se détendre. Ensuite, il retourne dans son propre monde pour voir comment les choses se passent sans lui. Immédiatement, il voit Lio étrangler Young. Le gamin voulait fuir vers une autre planète et utiliser le dragon pour dominer le monde, mais Mu l'a attrapé avec une main flottante et l'a traîné jusqu'à Lucifer, le deuxième dieu. Lucifer s'occupait de ses affaires, gérant son monde, quand Mu débarque de nulle part, disant qu'il est sur le point de larguer le gamin dans sa dimension. Lucifer a essayé de rejeter l'idée, mais Mu lui a bien fait comprendre qu'il ne demandait pas la permission. Et que si ça ne lui plaisait pas, il n'avait qu'à essayer de l'arrêter. Le gars a littéralement déchiré le monde d'Elmé et a jeté Li directement dans cette nouvelle dimension. Dès que ce grand malade de Mu est sorti, Lucifer était fou de rage de cette invasion. Mais comme il s'était déjà fait massacrer par lui auparavant, il a gardé le silence et n'a rien fait. De retour sur la planète Terre, le harceleur tabassé par le protagoniste s'est réveillé avec tellement de rage qu'il a appelé un ami combattant professionnel pour détruire Mu. Au moment où Mu retourne dans son corps sur Terre, il se réveille dans un hôpital, affaibli et sans aucune énergie. Comme le gamin n'avait rien mangé, le corps s'était simplement évanoui de faim, et l'ami de Li est venu à la rescousse. À ce moment-là, il a commencé à interroger la fille pour tout apprendre sur la Terre. Une fois sorti de l'hôpital, il est allé s'entraîner directement pour remettre en forme ce corps au bras de nouilles. Le gars était un peu perdu car dans son monde, il s'entraînait en portant des rochers. Mais sur Terre, l'entraînement fonctionne différemment. Sorti de nulle part, une pierre le frappe dans le dos. C'est encore le harceleur, qui amène cette fois son cousin, Guakti. Mu ramasse la même pierre par terre et décoche un coup de poing direct dans le nez déjà cassé du gamin. Le gars est à peine sorti de l'hôpital qu'il y retourne déjà sur une civière. Mu se tourne vers Guak avec ce sourire de psychopathe. Pendant ce temps, dans le royaume divin, c'était l'heure de la réunion habituelle des dieux, mais le MC n'est pas venu. Son seul assistant, Yon, tente nerveusement de transmettre son message, mais Lucifer le coupe, le fusillant du regard et exigeant de savoir pourquoi un assistant pense pouvoir prendre la parole en premier lors d'une réunion de dieux. Paniqué, Yon explique qu'il n'est là que pour lire une lettre, pas pour manquer de respect à qui que ce soit, puis se force à continuer. Comme toujours, le message de Mu est simple. Dites-lui si quelqu'un trouve un adversaire digne de ce nom. C'est tout. Lucifer frappe violemment la table. En tant que deuxième dieu le plus puissant, il en a marre que le protagoniste n'en fasse qu'à sa tête, saute les réunions et ignore tout le monde. Lucifer n'est pas le seul à ressentir cela. La plupart des dieux sont d'accord, mais gardent le silence. Ils déclarent que ces réunions existent pour maintenir leur monde stable et sûr. Ensuite, la déesse Archer, la troisième plus puissante, convient que si quelque chose d'inhabituel se produisait, ils s'en occuperaient comme ils le font toujours.
Lucifer frappe à nouveau la table et hurle que Mu traite tout comme un jeu et pousse leur monde vers le désastre. Pire encore, quand le MC s'en mêle, il ne fait qu'empirer les choses. Pour le prouver, Lucifer se tourne vers le dieu Cyclope, classé 9e, et lui demande s'il se souvient de ce qu'il a fait il y a 1000 ans, quand sa planète était sur le point d'être détruite. Une créature géante du néant, aussi grande que le monde lui-même, avait commencé à la déchirer, puis quelque chose l'a transpercée et l'a réduite en pièces. Mu, arborant un large sourire, le visage empourpré, ravi de se battre, l'a tué sur le coup. Lucifer affirme que les dégâts qui ont suivi étaient de la faute du protagoniste et que s'il avait collaboré avec les autres dieux au lieu de foncer seul, il n'y aurait pas eu de perte. Lucifer déclare qu'ils ne peuvent pas continuer à laisser quelqu'un indigne de la divinité jouer avec leur monde. Ailleurs, Yon reste silencieux. Il ne peut pas défendre Mu, alors il espère juste que son seigneur reviendra avant que les choses ne s'aggravent. De retour sur Terre, le harceleur battu recommence, avertissant le MC que son cousin boxeur va le lui faire regretter. Le cousin est curieux. Il a vu sa vitesse et lui demande s'il fait du sport ou des arts martiaux. Le protagoniste balaie la question et répond que non. Il aime juste se battre. Cela amène Yoon à le considérer comme un petit voyou de collège arrogant. Yoon prend position et dit qu'il est prêt. Ensuite, il décide de frapper le premier, fonçant pour voir si Mu n'a que de la gueule, et assène un premier coup franc au visage du MC. Le coup de poing fait mouche, mais quelque chose cloche chez lui. En tant que boxeur, Yoon remarque immédiatement à quel point il est étrange que Mu n'ait pas bougé. Il a clairement vu le coup arriver, mais le protagoniste encaisse toujours le premier coup. C'est comme ça qu'il commence un combat. Avec ce sourire effrayant, le MC demande, le combat au corps à corps, c'est ton truc? Yoon hésite. Puis Mu copie sa posture et charge vers lui. Yoon pense que ce n'est qu'une imitation stupide, bloque le coup, et se fait quand même repousser en arrière. Il n'arrive pas à croire que ce gamin chétif frappe si fort, tandis que Mu ne fait que s'exciter davantage. Juste avant que le coup ne porte, il a contracté son bras de toutes ses forces. Il a l'impression que son bras se déchire, mais il s'en moque. La douleur rend juste ça plus amusant. Sous sa forme divine, ses anciens ennemis ne pouvaient même pas lui faire ressentir ça. Il retire sa ceinture et en enveloppe son poing pour protéger sa main, vu que ce corps guérit lentement. Le voyou d'à côté trouve ça injuste, mais ni Mu ni Yoon n'en que faire. Yoon se précipite à nouveau. Il lance un combo gauche-droite rapide, enchaînant les coups sans arrêt pour le submerger. Tout en se protégeant, Mu étudie la cadence et voit que c'est rapide et tranchant, mais facile à lire. Le protagoniste commence à esquiver sans aucune difficulté. Yongyang essaie de varier ses attaques, mais le protagoniste fait bien plus que bloquer. Il frappe le bras de Yongyang en plein milieu d'un mouvement. Il faut un instant à Yoon pour réaliser ce qui s'est passé, puis il se met à hurler. Mu regarde, amusé, en réalisant que Yoon et ce gamin de la classe de Lee sont vraiment de la même famille. Ils sont tous les deux beaucoup trop dramatiques. Il ne perd pas de temps. Il enchaîne avec un autre coup de poing rapide et met Yoon KO, tandis que son cousin ne peut que regarder, sous le choc. Mu s'illumine comme s'il voulait un autre round et dit qu'il est temps qu'il paie pour tous les problèmes, car ce n'est pas la première fois qu'il le cherche. Le voyou qui jouait les durs auparavant sait que c'est fini une fois que Yongyang tombe. Le protagoniste s'approche pour en finir. De près, il voit que le gars a trop peur pour riposter, et tabasser quelqu'un comme ça ne rime à rien. Le voyou remarque cette petite pause et espère que faire le terrifier et dire qu'il ne veut pas des nuits pourrait le sauver, mais il est déjà trop tard. Avant même qu'il ne puisse prononcer un mot, Mu lui assène un coup de poing rapide au visage, puis il va à fond, le martelant de coups alors que le visage et le corps du gars enflent. Mu termine par un violent coup de genou au visage et se sent enfin satisfait. Il le félicite même de ne jamais avoir abandonné, bien qu'il n'ait jamais vraiment eu la moindre chance. Avec les deux à terre, le protagoniste s'en va après avoir laissé sa marque sur le boxeur lui aussi. Le voyou reste allongé là, marmonnant le nom de Mu et le traitant de connard de malade. Il rentre chez lui en se sentant bien. Il se bat presque tous les jours. Malgré tout, ce corps chétif continue de lui causer des ennuis. Pour faire durer cette excitation, il décide de retourner dans le royaume divin et de récupérer ce qu'il avait dit à Yang de préparer, mais cette fois, rien ne se passe. Mu reste simplement assis là à attendre. Quelques jours plus tôt, dans le domaine de Lucifer, le protagoniste n'arrêtait pas d'ignorer Lucifer, allant et venant à sa guise sans se rendre compte qu'il poussait Lucifer à bout. Sur le chemin du retour, Yang a demandé comment c'était sur Terre. Mu a dit qu'il adorait, mais que son corps humain était faible, puis a dit à son assistant de trouver un orbe de récupération pour que son corps terrestre guérisse plus vite. Il y avait un problème. Les objets magiques sont courants sur Helmé et certains autres mondes de Lucifer, car ces endroits regorgent de mana. Sur Terre, ils n'apparaissent que par des bénédictions divines ou par pure chance, ils sont donc incroyablement rares. Seule une poignée de personnes dans l'histoire les a déjà utilisés, et les humains traitaient ces personnes comme des dieux. Malgré cela, Yang a promis d'avoir l'orbe de récupération prêt la prochaine fois que Mu retournerait dans le royaume des dieux. À leur arrivée, Yang a rappelé au protagoniste la réunion des dieux, et il a nonchalamment sorti quelque chose de sa poche, disant qu'il l'avait préparé à cause de toutes ses plaintes. Ce n'était qu'une petite lettre. Nous savons déjà ce qu'elle disait. Après l'avoir remise, Mu s'est dirigé vers la maquette miniature de la Terre et a posé sa main dessus pour retourner dans le corps de Lee.
Aucun d'eux n'a remarqué un petit démon qui les espionnait d'Eno et qui rapportait tout au pire ennemi du protagoniste. De retour au présent, Lucifer comprend tout. Il ne connaît pas tout le plan du protagoniste, mais il est sûr que le corps du protagoniste est vide, et sécher la réunion signifie que Mu ne sera pas dans le royaume divin pendant un certain temps. Puis ça le fera. C'est sa chance, une occasion de se venger qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans, et il la saisit. Sans un mot, Lucifer lance le sort de taxidermie vitale pour éliminer la seule chose qui se dresse entre eux. Des éclairs violets en forme de lance se forment au-dessus de Yon-Yang, mais il réagit instantanément, bondissant en arrière et évitant chaque frappe en un éclair, son expression devenant mortellement sérieuse. Prêt à te battre? Yon-Yang exige une réponse. Qu'est-ce ce que ça veut dire, Lucifer? Déclares-tu vraiment la guerre à Mu, le dieu de la terre? Lucifer, certain que le protagoniste n'est pas là pour l'empêcher, se lève et dit qu'il dépouillera personnellement le protagoniste de sa divinité. Il le pense très exactement tel qu'il le dit. C'est une déclaration de guerre officielle. Yon-Yang n'hésite pas. Il comprime son souffle de feu en un faisceau étroit et le tire directement sur Lucifer. Lucifer l'évite avec facilité. L'explosion déchire le royaume et explose de l'autre côté avec une force colossale. La déesse Archer érige une aura protectrice pour protéger les autres dieux lors de la réunion. Lucifer ne tressaille même pas. Voyant que sa première attaque a échoué, Yon-Yang utilise sa libération polymorphe ultime. Son corps s'agrandit et se transforme. Il donne tout ce qu'il a pour protéger son maître. La déesse Archer soupire et décide de partir. Cet endroit n'est plus adapté à une véritable réunion divine. Alors qu'elle s'apprête à partir, Lucifer l'interpelle et lui demande dans quel camp elle est. Elle continue d'avancer et répond qu'elle est neutre, ni avec Mu ni avec Lucifer. Lucifer répond que ça lui va, tant qu'elle n'interfère pas. Puis il demande aux autres dieux si quelqu'un s'oppose à ce qu'il soit expulsé. Aucun d'eux ne répond. Yang, toujours en vie, prévient que Lucifer ne fait pas le poids face au dieu, le protagoniste. Lucifer se contente d'afficher un sourire en coin et dit qu'il sait que Mu n'est pas là. Il vit dans un corps humain chétif sur Terre. Cela choque Yang. Il pensait être le seul au courant, et maintenant, la raison pour laquelle Lucifer a choisi de se rebeller prend tout son sens. N'ayant plus d'autre recours, Yang lance une dernière attaque surprise, balançant sa queue vers Lucifer, mais Lucifer l'esquive et taille sa queue en pièces. Cependant, il ne le tue pas. Si l'assistant de Mu reste en vie, il peut être utilisé pour traquer le protagoniste sur Terre dans ce corps humain, et enfin laver toutes les humiliations. Lucifer éclate de rire pendant que Yon-Yang crache du sang et tremble. Impuissant. De retour sur Terre, Yon-Yang est couvert de bleu et se fait crier dessus par son entraîneur pour s'être battu dans la rue. Il est contraint à une longue convalescence juste avant ses grands matchs, et ce n'est qu'après qu'il est renvoyé. En partant, il rejette toute la faute sur Li juste au moment où Kang entre. Kang voit son état et demande ce qui s'est passé. Yoon ne peut pas admettre qu'il s'est fait détruire par un inconnu à l'allure gringalette. Et comme Kang est l'un des meilleurs boxeurs du pays, il sort son meilleur jeu d'acteur aimant. Il raconte qu'il est intervenu pour sauver son frère de voyous, et qu'ils lui sont tombés dessus à plusieurs. Kang passe devant sans grande réaction, dit que c'est de sa propre faute, et lui dit d'être plus prudent, surtout avec les matchs qui approchent. Puis il s'en va avant de s'arrêter quand Kang l'interpelle. Au fait, Kang le croit vraiment et lui demande qui a fait ça. Pendant ce temps, Mu essaie toujours de comprendre pourquoi il ne peut pas retourner dans son vrai corps. La seule explication serait que son corps d'origine est gravement blessé, mais cela semble faux. Yon-Yang le garde, et blesser le vrai corps de Mu ne devrait pas être chose facile. Puis, une autre pensée le frappe. Et si les dieux s'étaient alliés pour l'attaquer? Il bondit sur ses pieds. Si c'est vrai, il doit agir maintenant, mais il n'a aucune idée de comment s'y prendre, et ça ne fait que l'enrager davantage, furieux à l'idée que ces dieux utilisent des coups bas parce qu'ils refusent de l'affronter de front. Ses oreillers encaissent les coups, et dans sa tête, il jure qu'il les transformera tous en ragoût s'il en a l'occasion. Puis il se force à se calmer. Il se rappelle que Yon-Yang n'est pas facile à abattre, même face à un groupe. S'il ne peut pas aider son vrai corps pour le moment, il va renforcer celui-ci à la place. Il reprend donc l'entraînement et travaille ses abdos pour la première fois. Ça brûle comme une dinguerie, et curieusement, ça ne fait que décupler son plaisir. Les gens autour le dévisagent, convaincus qu'il a complètement perdu la tête. En plein milieu de son effort, quelqu'un prononce soudain son nom, il glisse et s'écrase lourdement au sol. C'est la déléguée de classe, agacée parce qu'il n'a pas mis les pieds au lycée depuis des jours. Il s'assoit sur un banc, et hausse simplement les épaules, demandant à quoi bon y aller s'il ne peut pas s'y entraîner. Elle lui demande pourquoi il s'entraîne avec tant d'acharnement, et il répond que c'est pour devenir plus fort. Puis elle lui demande pourquoi il désire tant ça, et il sourit de toutes ses dents, disant que c'est pour mieux se battre et affronter des adversaires plus redoutables. À partir de là, il divague pendant des heures sur l'art de s'entraîner au combat, tandis qu'elle l'écoute, se disant intérieurement qu'il est complètement fou. Alors, elle tente une autre approche. Quel est l'intérêt de devenir plus fort s'il n'y a personne à combattre? Va simplement au lycée, rencontre du monde, sème la pagaille. Tu y trouveras des adversaires à l'appel. Elle s'en va, et Mu doit admettre que ses paroles ont du sens. Après ce qu'il a fait à ces brutes, ils n'oseront plus l'approcher. Pour la première fois, il envisage réellement de retourner en cours.
C'est à cet instant précis qu'un homme masqué surgit derrière lui et l'appelle par son nom. Nu ne répond pas. Il sait déjà ce que cela signifie. Il se retourne, soulagé, déjà paré à encaisser le premier coup. La Terre est vraiment le meilleur des mondes, dit-il. À l'époque où Kang avait 15 ans et commençait à se faire un nom dans la boxe, sa sœur, elle, était ballerine. Kang la soutenait de toutes ses forces. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un pervers commence à harceler la sœur de Kang, et que son obsession ne fasse qu'empirer. Puis, un soir, il la suivit dans une ruelle, prêt à passer à l'acte. Kang n'était pas loin et l'a couché d'une droite foudroyante avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Comme Kang était intervenu avant que le pire ne se produise, les preuves manquaient et l'ordure a été relâchée. Sans preuve solide, le harceleur sain est tiré indemne. Il est revenu avec encore plus de rage, et Kang s'est de nouveau interposé pour l'arrêter, mais cette fois-ci, il est arrivé trop tard. La jambe de la sœur de Kang a été gravement brisée, anéantissant ainsi son rêve de danse. Kang en a voulu à la justice de l'avoir laissé tomber et a cessé d'y croire. Après ça, il a passé ses nuits dans la peau d'un justicier. Dès qu'il croisait un gang louche ou quelqu'un prêt à chercher des embrouilles, il s'en mêlait. Pour lui, ce n'était pas de la violence gratuite. C'était la justice. De retour dans le présent, Nu a encaissé le premier coup de Kang sans riposter, mais il a bien senti que ce dernier s'était retenu. Il s'en fichait éperdument. C'était le seul signal dont il avait besoin pour commencer. Kang essaie de questionner le protagoniste, mais celui-ci n'a pas la moindre envie de se justifier. Il lui cloue le bec et lui dit de se taire et de se battre, ce qui ne fait qu'attiser la colère de Kang. Le protagoniste maintient une garde serrée, tel un véritable expert. Kang enchaîne les poings, mais il esquive chacun d'eux. Puis Kang utilise une ruse de boxeur, lançant un coup léger pour aveugler Nu avant de frapper fort, mais le protagoniste l'anticipe et le bloque aussi. C'est à ce moment-là que Kang réalise qu'il n'a pas affaire à un petit voyou de bas étage. Nu sait vraiment se battre. Kang commence à tester les points faibles de son adversaire, puis trouve une ouverture et lui enfonce un poing dans le flanc. En se reculant, il déclare viser délibérément ses blessures, car le châtiment est sans pitié. Nu éclate de rire malgré la douleur. Ce qui ne fait qu'enrager Kang encore plus. Le protagoniste sait que Kang évolue à un tout autre niveau, et que dans le corps de Lio, il ne peut pas vaincre. Pourtant, il refuse d'abandonner. Il ne peut pas gâcher une telle occasion de se battre. Il se remémore l'une des rares fois où il a failli être submergé. Même à ce moment-là, il n'avait aucun regret. Il voulait la victoire, alors il s'est forcé à se calmer, à occulter ses émotions et à analyser chaque mouvement. À l'époque, Nu avait réussi à asséner quelques coups puissants à un monstre géant, mais en vain. Sachant qu'il était dominé, il a gardé son sang-froid et n'a cessé de chercher une faille. C'est ce qui l'a maintenu en vie. Il a perdu et Sen est sorti de justesse, mais a tout de même savouré le frisson d'avoir frôlé la mort. Alors, il a d'abord tenté d'afficher un visage totalement impassible. Ce regard vide, sur son visage déjà bien amoché, a irrité Kang. C'était comme si Nu se moquait de lui, et cela a fait perdre les pédales à Kang. Il s'est précipité pour en finir, tandis que le protagoniste reculait et esquivait, jusqu'à percuter un arbre. Nu a soulevé un nuage de terre avec son pied, mais Kang portait des lunettes de protection. Le cas échéant, cela n'a fait que conforter Kang dans l'idée qu'il n'était qu'un criminel à abattre. Même avec cette grimace ridicule, Nu esquive chaque frappe. Kang essaie de se faufiler dans son dos pour une attaque en traître et ne fait qu'effleurer le menton du protagoniste, mais ce dernier s'en moque. Son plan fonctionne à merveille, et Kang n'est plus aussi vif qu'avant. Nu a remarqué la différence flagrante entre les combats de l'ancien monde et ceux d'aujourd'hui. Kang était bien plus agressif, loin de la prudence et de la défense des combattants de l'époque. Le protagoniste en a déduit que le terrain était la clé. Dans le passé, il fallait surveiller ses appuis sur des sols accidentés, mais les chaussures modernes permettent de charger avec plus de force, de la poussière soulevée, non pas pour aveugler Kang, mais pour glisser du gravier sous ses semelles. Il veut que Kang s'élance jusqu'à ce qu'il trébuche sur la terre éparpillée par Nu, et la ruse fait mouche. Kang pose le pied sur un petit caillou, perd sa concentration et laisse une ouverture béante. Il fonce, visant un point vital, mais en plein vol, il réalise que son bras refuse de bouger après tant de blocage, il change alors de tactique et lui assène un violent coup de coude. Nu ne peut s'en empêcher et commence à le narguer, riant de son échec. Mais pendant qu'il joue les grandes gueules, Kang fait tournoyer son arme et fracasse la jambe du protagoniste, le forçant à s'agenouiller. Kang décide qu'il va lui ôter l'envie de rire à tout jamais. Juste avant l'impact suivant, le protagoniste se sait vaincu. Il ferme les yeux et se prépare au choc, se demandant si, après près de 4000 ans, il s'apprête vraiment à goûter de nouveau à la défaite. C'est alors que quelque chose fend brusquement les airs et claque en plein visage de Kang. Il regarde autour de lui pour identifier le coupable, puis entend une voix appeler son maître en se rapprochant. Kang ne peut pas prendre le risque d'être démasqué, alors il enfile son sweat, rabat sa capuche et prend la fuite avant que quiconque n'arrive. Après sa disparition, une minuscule créature ressemblant à un lézard sort de l'ombre et l'appelle à nouveau. Nu se retourne et l'aperçoit. Le petit monstre s'adresse à lui, et il le reconnaît. Lucifer s'est emparé de son corps divin et l'a scellé derrière une barrière indestructible pour empêcher l'âme de Nu de le réintégrer. Mais il y avait une faille. Il ne pouvait pas simplement débarquer sur Terre et régler le problème lui-même.
La seule solution était de contraindre Yong Yang à révéler comment atteindre la planète du protagoniste. Lucifer lui a promis que s'il l'aidait à rejoindre la Terre pour tuer le protagoniste, il ferait du dragon le nouveau dieu de ce monde. Yong Yang lui répond d'une voix si faible que Lucifer n'entend rien. Agacé, Lucifer lui ordonne de parler plus fort. Alors Yong Yang pointe du doigt la barrière enveloppant le corps de Mu et demande si elle peut également bloquer les attaques. Croyant que Yong Yang cherche à le sauver, Lucifer se vante que rien ne peut la transpercer, la qualifie de parfaite, et lui dit d'abandonner pour se rallier à lui. Puis les lieux s'illuminent d'une lueur aveuglante. Lucifer se retourne et découvre Yong Yang irradiant d'énergie, hurlant qu'il va s'autodétruire. Avant que Lucifer ne puisse esquisser un geste, le château vole en éclats. L'explosion est d'une telle ampleur qu'elle calcine toute une partie du royaume divin. Yong Yang a tout sacrifié dans cette unique attaque, se recroquevillant sous sa forme la plus vulnérable, avant de prendre la fuite. Le seul endroit sur qui restait était auprès de son maître sur terre, mais Lucifer n'allait pas le laisser s'échapper. Il a jailli de la poussière fou de rage et s'est lancé à sa poursuite. Avant que Yong Yang ne puisse fuir, Lucifer a invoqué une lance magique et l'a lancée de toutes ses forces. Elle l'a raté de peu, et Yong Yang a sauté sur la terre miniature, apparaissant soudain dans le ciel terrestre. Par pur hasard, il a atterri directement sur le visage de Kang. C'est tout ce dont il se souvenait. Après avoir entendu l'histoire, Mu est resté silencieux, mais pas parce qu'il était triste. Il était furieux contre Lucifer, jurant que s'il retrouvait son vrai corps, Lucifer ne vivrait pas une seconde de plus. Puis cette colère s'est transformée en excitation. Il pourrait enfin combattre Lucifer à nouveau. Mu a bondi du lit plein d'énergie, mais il savait que ce corps ne pourrait pas le battre. Son seul choix était de s'entraîner plus dur pour renforcer le corps de Lee. Le problème, c'était que le corps de Lee était tellement abîmé qu'un simple coup de poing dans le vide lui donnait l'impression que tout se brisait. Puis le protagoniste s'est souvenu de quelque chose. Il avait dit à Yang Yang de trouver un orbe magique, alors il s'est retourné pour lui demander s'il l'avait. À la surprise de Mu, Yang Yang a dit oui, puis l'a lentement recraché à la demande du MC. Il a expliqué que c'était une pierre de sang de dragon avec un sort de soin à usage unique et s'est excusé de n'en avoir apporté qu'une. Il l'a prise, a remercié Yong Yang et a dit que c'était plus que suffisant pour le moment. Il l'a utilisée immédiatement, et ses blessures ont commencé à guérir aussitôt. Mais ce n'était même pas le meilleur dans tout ça. Mu a réalisé que l'orbe ne faisait pas que le soigner. Ses muscles semblaient plus affûtés, plus rapides à réagir, presque hypersensibles dans l'action. Yong Yang admet fièrement qu'il l'a amélioré en ajoutant sa propre magie à la pierre de sang de dragon. Mu le remercie, puis remarque qu'il reste un morceau de l'orbe, comprenant que tout son pouvoir n'avait pas été consumé par un corps humain si faible. Il le tend au petit lézard et lui dit qu'il peut le garder. Yong Yang dit qu'il le gardera pour le protagoniste en cas d'urgence et le range soigneusement dans sa poche ventrale. Puis on passe à un lézard jaune, l'animal de compagnie préféré de la fille de tout à l'heure. Elle le traite comme un ami proche et aimerait même qu'il puisse parler pour qu'il ne s'ennuie jamais. Après l'avoir reposé, elle part pour le lycée. La brute que Mu a tabassée plus tôt est maintenant assise tranquillement avec des lunettes, incapable de se concentrer en classe. Se faire écraser par le MC semble l'avoir changé. Au lieu de causer des ennuis, il révise pour ses examens. Puis il entre comme d'habitude et lui demande s'il veut un autre round. Avant que le gars ne puisse répondre, la déléguée de classe apparaît derrière lui, choquée que Mu soit de retour après tant de jours d'absence. Le protagoniste dit qu'il n'est venu que parce qu'elle l'a convaincu, puis ajoute qu'en réalité, il est là pour trouver quelqu'un à combattre et à vaincre. Sa façon de le dire l'inquiète sur ce qu'il prépare. Alors elle lui souhaite juste bonne chance en espérant qu'il choisisse la paix aujourd'hui. En bas, Kang discute avec une fille de sa classe de ce qui s'est passé. Elle lui parle de l'élève de deuxième année qui a été humilié et commence à donner les détails. D'après elle, il a tellement amoché sa brute que le gars s'est évanoui et a fini à l'hôpital, et qu'il lui a même arraché l'oreille. Après ça, les gens ont commencé à le surnommer le neutralisateur. Kang écoute attentivement. Après les cours, pendant qu'ils partent, elle continue de parler des blessures de la victime, de l'oreille manquante et de la façon dont Mu agissait bizarrement ce jour-là. Cela fait enfin réaliser à Kang que l'intello dont elle parlait lit. Mais comme c'est déjà fini, il décide de laisser ça de côté pour le moment. Sur le chemin du retour, il se retrouve sans le savoir sur la même route que le MC. Mu est irrité car la journée a été une vraie déception. Tout le monde est resté le nez plongé dans ses cahiers et ses téléphones. Aucune baston. Rien. Puis il aperçoit Kang marcher avec cette fille. Comme Kang portait des lunettes et un masque hier, il ne le reconnaît pas tout de suite, mais la forme de ses muscles déclenche une alarme en lui. En un instant, il en a la certitude et crie que c'est le gadier. Le cri fait se retourner Kang. Il voit Mu foncer sur lui avec un regard de fou, alors il s'enfuit. Il détale à toute vitesse, laissant la fille derrière lui. Kang n'arrive pas à croire que le protagoniste l'ait reconnu même avec des lunettes et un masque. Mais il ne peut pas se faire attraper et risquer que ce malade ne le dénonce. Kang s'engouffre dans une ruelle, et Mu le suit. Mais le temps qu'il tourne au coin de la rue, Kang a disparu. Yong Yang sort de la chemise du MC et demande si c'était la même personne. Voulant aider à retrouver cet humain malpoli, il propose de le pister grâce à la forte odeur qu'il a sentie quand Kang l'a frappé hier. Mu lui dit de le faire. Yang Yang se met au travail, mais quelqu'un se place juste devant lui, manquant de l'écraser. Il lève les yeux. C'est la déléguée de la classe de Lee.
Elle le fixe avec de grands yeux, puis affiche un sourire rougissant, totalement sous le charme au premier regard. Yang Yang n'a aucune idée de qui elle est et lui dit de bouger pour qu'il puisse continuer à pister, mais elle l'ignore et le ramasse. Il se tortille et lui aboie dessus de ne pas le toucher, regrettant de ne pas avoir gardé un peu de magie pour se libérer. Pour Yang Yang, elle n'est qu'une plaie, mais elle est émerveillée de voir un lézard parler et le trouve adorable. Dès qu'il en a l'occasion, il s'échappe d'un bond et se cache derrière Mu. Puis il s'excuse d'avoir échoué à cause d'elle, mettant ça sur le dos de ses pouvoirs perdus. La fille s'approche, soudainement sérieuse, et demande si cette minuscule créature est son amie. Il hausse les épaules, c'est tout comme et il est très obéissant. Elle se présente sous le nom de Kim Yojin. Il est évident qu'elle est jalouse que Mu est un petit animal qui par et se comporte si bien. Il le voit bien même s'il ne comprend pas pourquoi. Le protagoniste lui offre donc Yang Yang et lui dit qu'elle peut le lui emprunter un moment en échange de quelques informations. Kim s'illumine. Un peu d'infos est un échange facile. Mu n'attend même pas. Il attrape Yang Yang par la peau du cou et le lui tend, disant qu'elle peut le garder pour le moment si elle l'aide à trouver quelqu'un. Il lui balance nonchalamment le petit gars, et Yang Yang est choqué que son seigneur le vende aussi vite. Le MC commence à partir, lui disant de rester avec Kim pour l'instant et de revenir plus tard par lui-même. Yang Yang demande vite où il va, et Mu répond qu'il se rend au Sun Sojang chez Kim. Yang Yang se tait une seconde, puis soupire, se présente et offre une minuscule poignée de main. Essayant d'avoir l'air solennel, il dit que sur ordre de son maître, ils vont désormais travailler ensemble. Kim est prise au dépourvu, mais la façon dont ce petit lézard parle fait fondre son cœur. Elle demande si son maître est Li, puis elle accepte de l'aider et ajoute avec un sourire qu'elle est la déléguée de sa classe. Yang Yang demande ce que ça veut dire. Kim explique qu'elle est en gros la chef de la classe, et qu'elle est la première de sa promotion. Maintenant, il comprend pourquoi son maître l'a choisie. Elle doit être super forte. Puis il demande, attendez. Le seigneur Li n'est donc pas le chef de votre classe? Kim réfléchit un instant et répond que Li n'est même pas dans la moyenne. Honnêtement, il est presque le dernier en tout. Yang Yang se fiche sous le choc. Troublé et en sueur, il lâche que c'est impossible. Il insiste sur le fait que son maître est l'être vivant le plus puissant, supérieur à n'importe quel dieu, puis se gonfle d'orgueil et lui dit de faire tout son possible pour le rendre encore plus fort. Kim prend cela pour une loyauté adorable et dit qu'elle l'aidera tant qu'il viendra la voir souvent. Yang Yang avait déjà prévu de se servir de Kim pour obtenir des informations sur la Terre, alors il accepte immédiatement. Il conclut un marché. Et en tant que serviteur fidèle, il est prêt à tout pour aider son maître à reprendre le titre de plus fort. Pendant ce temps, Mu entraîne son nouveau corps plus fort jusqu'au coucher du soleil. En atterrissant, il s'inspecte et se sent satisfait. Il a récupéré plus vite que prévu, et sa force a énormément augmenté. Pour tester ça, il donne un coup de poing dans une barre de fer, et cette fois, il est ravi. Pour la première fois, il n'a pas mal à la main. Il sourit, mais son sourire s'efface vite. Il était sorti en espérant tomber sur Kang. Comme ce n'est pas arrivé, il décide de rentrer, pensant que le lycée est sa meilleure chance de le retrouver vite. Mu pue la sueur à plein nez, et heureusement, personne n'est assez près pour le remarquer. Mais au moment où il atteint le quartier de Kim, l'odeur est assez forte pour que Yang Yang la capte. Le petit lézard est sur le PC de Kim, puis son instinct de dragon s'éveille. Il connaît cette odeur. Il saute, fait coucou, crie qu'ils ont fini pour aujourd'hui, et file par-dessus les toits et les murs, suivant la piste droit vers Mu. Il atterrit sur son épaule, et il a l'air surpris. Yang Yang dit fièrement qu'il a terminé ce qu'il pensait être sa mission et a même trouvé une assistante royale qui a juré fidélité au protagoniste. Il est tellement excité que le protagoniste ne remarque pas ce qui se passe à côté. Puis Yang Yang sent l'odeur de quelqu'un qui l'a poursuivi plus tôt et le pointe du doigt. Il a raison. C'est Kang, caché dans l'ombre comme Batman. Le voleur de vélo ne s'excuse pas. Au lieu de ça, il menace Kang en disant qu'il enverra ses gars à ses trousses s'il ne le relâche pas. Ça confirme juste que Kang a choisi la bonne cible, alors il insiste jusqu'à ce qu'un soudain pressentiment de danger le fasse se retourner. Toute la scène devient tendue, sauf pour Yang Yang, qui regarde dans la mauvaise direction et insiste pour qu'il aille au restaurant. Mu l'ignore et garde les yeux fixés sur Kang. Il se dévisage. Le MC a l'air complètement focalisé. Kang semble encore hésiter. Il s'avance, lentement mais sûrement. Kang essaie de dire que c'est un malentendu et le supplie de ne pas attaquer, mais Mu est déjà prêt à frapper. Kang accepte le fait qu'il va devoir se battre. Il a déjà battu le protagoniste une fois, et maintenant il hésite car il sait que le MC n'est pas vraiment le genre de gars qu'il imaginait. Puis rien ne se passe. Mu avait juste feinté le premier coup pour inciter Kang à attaquer en premier, mais Kang n'est pas tombé dans le panneau. Le voleur qui observait saisit l'occasion et attrape l'arme de Kang. Il lui fonce dessus, mais Kang esquive à la dernière seconde, se retournant pour s'écarter. Puis il voit l'arme voler droit sur lui. Il encaisse le coup. Il aurait pu esquiver ou bloquer, mais il ne le fait pas, et ça lui dit tout ce qu'il a besoin de savoir. Le protagoniste contre-attaque aussitôt, enfonçant un puissant coup de pied dans l'estomac du voleur et projetant l'arme en l'air, puis la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. Il n'a pas fini. Mu continue de le tabasser, parfois avec l'arme de Kang, jusqu'à ce que le voleur s'effondre. Le sourire narquois sur le visage du MC disparaît vite. Ces raclées trop faciles ne sont pas amusantes. Il n'y a aucun défi.
Contre la brute de Li et Ayan, c'était de vrais combats. Alors il décide que le seul adversaire digne d'être poursuivi est Kang, pas ce gros naze. Il regarde autour de lui, mais Kang a disparu. Un instant plus tôt, Kang s'était déjà enfui, se demandant comment Mu faisait pour toujours le retrouver. En même temps, il n'a pas remarqué Yang Yang de l'autre côté de la rue et a accidentellement donné un coup de pied au petit gars en s'enfuyant, l'envoyant valser. Plus tard, Kang rentre chez lui. Il enlève ses chaussures et n'arrête pas de penser au visage de fou de Mu, cherchant toujours la bagarre. Puis sa sœur entre, le taquinant en criant que la procureure est arrivée. Kanuna a changé de carrière après l'affaire du harceleur et traque désormais les criminels cruels. Le même objectif que Kang, juste un chemin différent. Elle le frôle, plaisantant sur le fait qu'il bloque le passage d'une grande procureure. Agacé, Kang la prévient de ne pas l'obliger à utiliser ses pouvoirs. Yuna part se changer, puis lui dit de préparer des ramens pour eux deux. Kang se souvient du jour où elle a été blessée. Maintenant, chaque fois qu'il donne un coup de poing, il ne ressent que de la colère, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand il a commencé la boxe, ça lui plaisait vraiment. Le lendemain, alors que tout le monde se dirige vers le lycée, Mu y va aussi, sans sac ni livre, juste l'arme de Kang à la main et Yang Yang sur l'épaule. Le petit gars a l'air en piteux état, marmonnant des excuses pour hier soir, mais il s'en fiche. Les élèves les dévisagent au passage, même l'ancienne brute de Li. Puis Kim Ojin, la déléguée de classe, les repère aussitôt. Elle s'illumine en voyant Yang Yang, mais Mu lui rappelle qu'elle lui doit encore une faveur pour lui avoir emprunté le lézard parlant. Elle dit avoir entendu parler de quelqu'un correspondant à sa description, un chasseur de brutes qui tabasse quiconque agit comme tel. Le protagoniste est un peu déçu et en voulait plus, mais se dit qu'il recroisera le gars, et la prochaine fois, il ne le laissera pas s'échapper. Pendant ce temps, Kang est déjà là, s'approchant discrètement par derrière. Il s'approche tout près et murmure, « Reste à ta place après les cours. Je viendrai te chercher. » Puis il reprend son arme et continue son chemin. Mu ne s'attendait pas à le voir si tôt. Rien que d'entendre la voix de Kang l'excite, alors il le laisse partir sans dire un mot. En observant cela, Kim se demande si le MC et Kang sont amis ou s'il se passe autre chose. Elle lui demande, mais il continue de regarder Kang s'éloigner et répond par une seule phrase, « Chasseur de brutes ». À partir de là et jusqu'à la fin des cours, le protagoniste garde ce regard impatient. Il se dit qu'il peut attendre pour un vrai combat, mais sa jambe droite n'arrête pas de trembler, un tremblement de terre sans fin que Yang Yang doit endurer toute la journée. Une fois les cours terminés et la salle vidée, Mu va voir directement la déléguée de classe et lui remet le pauvre Yang Yang. Il dit à Kim Ojin qu'il a quelque chose d'important à faire. Elle prend joyeusement le petit lézard et s'en va. Puis une main se lève de l'autre côté de la pièce. C'est Kang. Et enfin, le moment que Mu attendait, Kang entre, ferme la porte et plonge calmement la main dans son sac à dos, sortant des gants d'entraînement et les enfilant. Le MC est un peu confus, se demandant si Kang est sur le point de faire le même coup qu'il a fait avec la ceinture. Après avoir mis le deuxième gant, Kang le regarde et lui demande s'il aime vraiment se battre. Mu dit que non. Ce qu'il aime, c'est recevoir des coups, la douleur et le choc d'un poing qui le frappe. Il aime la sensation de brûlure dans ses muscles quand il dépasse ses limites, et après plus de 3 millions d'années, ça l'a fait se sentir vivant. En y repensant, le visage de Mu se déforme en un sourire narquois et effrayant, et Kang fait une pause, se disant que ce mec est peut-être vraiment un grand malade. Malgré tout, il laisse tomber, rouvre son sac, sort une autre paire de gants et les lui lance. Mu les laisse le frapper en plein visage, puis les rattrape avant qu'il ne tombe. Kang pose son sac sur le côté et lui dit de les mettre, ajoutant qu'il veut que ce soit équitable. Il ne peut pas prendre le combat au sérieux si son adversaire n'est même pas un voyou. Le protagoniste met les gants, s'élance et lance le premier coup de poing. Kang le bloque et l'esquive, un peu agacé que Mu ne l'ait même pas laissé finir de parler. Mais il est venu ici pour se battre, alors il laisse courir. Après avoir échangé des coups et des parades, tous deux reculent. Kang profite de cette pause pour se ressaisir, se disant de rester souple et de se concentrer sur le contrôle, pas seulement sur la force. Mu revient à la charge. Cette fois, Kang est prêt. Il bloque proprement et riposte, frappant le héros à la mâchoire par 2 fois. La sensation le surprend. La puissance et la précision sont au rendez-vous, alors il répète le mouvement pour le tester sur lui. Relâcher les muscles, faire pivoter le corps, transmettre la force dans le poing. Kang y met tout son corps, canalisant la force directement dans son poing. Il est maintenant à fond, prêt à donner au protagoniste une douloureuse leçon de boxe. Ça plaît bien au protagoniste aussi. Au lieu de reculer, il est encore plus excité. C'est pour ça qu'il est venu. Au 3e étage, un garçon rôdore pendant l'étude du soir quand son corps se met soudain à trembler, et il se réveille en sursaut, confus pendant un instant. Puis il remarque un mot méchant sur son bureau qui se moque de lui parce qu'il dort en classe. Il se fiche de savoir qu'il a écrit, vérifie l'heure sur son téléphone et décide de partir. Il prend son sac et se dirige vers les escaliers. Arrivé au 2e étage, il aperçoit 2 silhouettes en train de se battre. C'est toujours Mu et Kang. Le héros est coincé en défense, alors il lève rapidement la jambe et plante son pied sur le torse de Kang, l'arrêtant net et le déstabilisant. Alors que Kang trébuche, il lui balance un coup de pied au visage. Kang lève sa garde de justesse et s'énerve en demandant pourquoi Mu utilise ses pieds dans un combat de boxe.
Le protagoniste se contente d'afficher un sourire en coin. Quelle boxe! Avant que Kang ne puisse en dire plus, le héros se précipite avec un autre coup de pied en demandant qui a dit qu'ils devaient n'utiliser que leurs poings. Le coup s'abat sur Kang et le repousse. L'espace d'un instant, il est secoué. C'est un boxeur, pas habitué aux coups de pied, alors lui maintient la pression et enchaîne les coups. Kang n'arrive pas à croire que quelqu'un d'apparence si frêle puisse frapper aussi fort, puis il change de cible et vise un point vital en bas. Kang se fige. Si ça touche, il est fini. Le coup de pied de Mu fait mouche, mais rien ne se passe. Le protagoniste bondit en arrière avec un air suffisant comme s'il s'était retenu exprès, mais en vérité il a tout donné, et le bonus de Yang Yang s'était déjà dissipé. À la seconde où Mu-sen rend compte, il panique. Sans ça, il ne peut pas battre Kang. Kang, encore étourdi, remarque que quelque chose a changé. Le héros n'est pas du genre à y aller doucement, alors pourquoi s'arrêter là? Puis Kang sourit et lui demande s'il est tout simplement à court de force. Il suppose que le protagoniste est simplement fatigué. Le protagoniste garde un visage impassible comme pour dire le contraire, mais Kang rit déjà. Le héros a l'air coincé, ne sachant pas comment continuer le combat. Derrière la porte de la classe, le garçon re-observait la scène. Le combat gênant et le rire bizarre de Kang donnent l'impression que c'est une blague, alors il perd tout intérêt et s'en va, trouvant ça pitoyable. Mu décide de se défendre pour le moment, et Kang y voit sa chance. Il fonce pour prendre l'avantage, visant une ouverture laissée sans défense. Le genou de Mu ne peut pas l'arrêter. Une frappe le fait tournoyer et offre à Kang une cible dégagée. Un lourd coup de poing s'écrase sur la tête du protagoniste et l'envoie voler en arrière. Le héros heurte le mur et s'effondre, réalisant quelque chose. Avec ce corps, il ne peut pas faire le poids face à la carrure solide de Kang. Puis, une idée désespérée lui vient. S'il pouvait puiser ne serait-ce qu'un peu de son ancien mana, il pourrait dominer Kang. Ce n'est pas fiable, mais c'est tout ce qui lui reste. Il se force à se relever et tente de rassembler la moindre once de magie dans son poing, puis il s'élance, mais Kang bloque le coup avec aisance et lui lance un regard suffisant. Soudain, Kang ressent quelque chose d'étrange et jette un coup d'œil derrière lui. Mu ne gâche pas cette ouverture et lui décoche un coup de poing au visage. Kang attrape son autre main pour l'arrêter, mais cette sensation étrange frappe à nouveau. Il se retourne, et Mu saisit l'occasion une fois de plus, cette fois avec son arme la plus fiable, sa tête. Le coup de boule projette Kang en arrière contre la porte de la classe et il s'effondre. Le protagoniste se tient au-dessus de lui, se demandant si son idée de mana a vraiment fonctionné ou s'il l'a imaginé. Après un instant, il se rend compte qu'il a plutôt condensé de l'air car il n'y a pas de mana sur Terre. Même si c'est intéressant, il est plus concentré sur ce qu'il veut faire ensuite. Il se penche, prêt à refaire son coup de l'oreille, quand Kang se réveille soudainement, sauvant son oreille pour un autre jour. Kang repousse Mu et se relève en titubant, encore étourdi. Il admet avoir sous-estimé le héros et déclare qu'il a perdu, mais qu'il ne cédera pas une oreille. On dirait qu'il veut en dire plus, mais avec son nez en sang et sa tête qui tourne, il peut à peine parler, alors il marmonne une excuse et prend la fuite. En le regardant partir, Mu est déçu. Kang ne rejoindra pas sa collection aujourd'hui. Un peu plus tard, chez Kim Ojin, Yang Yang se prépare à partir avec un sac 2 fois plus grand que lui, déjà en sueur. Sur le chemin du retour, il aperçoit Kang au loin, qui titubant se tenant le visage meurtri. Il le reconnaît tout de suite, le type qui lui a donné un coup de pied plutôt sans raison. Alors Yang Yang lâche le sac et fonce, tentant un coup de boule comme son maître. Mais même étourdi, Kang le remarque à la dernière seconde et balaie le pauvre lézard en plein vol. Pendant un instant, Kang reste là, confus, sans même savoir ce qui l'a frappé, puis il se demande quelle espèce de chien l'a attaqué et rentre se reposer. Dès que Kang est parti, Mu s'approche du corps aplati de Yang Yang et le regarde de haut. Le lendemain matin, il retourne à l'école, portant un nouvel uniforme avec Yang Yang qui voyage dans un nouveau sac à dos. Le petit gars avait transporté les vêtements dans son propre sac et demande à Mu ce qu'il en pense. Il déclare fièrement que Kim Ojin, sa soi-disant subordonnée, a acheté l'uniforme et le sac à dos pour le protagoniste et dit qu'il va rester caché pour l'instant afin de ne pas attirer l'attention. De l'autre côté de la rue, Kang voit le héros et lui demande pourquoi il porte un uniforme scolaire un samedi. Il lui demande simplement ce qu'est un samedi, et Kang s'agace un peu avant de changer de sujet pour aborder ce qu'il voulait dire la veille. Il lui demande à nouveau si le protagoniste aime se battre. Le protagoniste donne la même réponse. Il se bat parce qu'il le doit. Kang n'y croit pas vraiment après la journée d'hier. Le sourire en coin sur le visage du héros en disait long, mais il laisse couler et lui propose de traîner avec lui, disant que ça pourrait l'empêcher de chercher la bagarre tout le temps. À la seconde où lui entend ça, il se met à trembler, et ce sourire flippant d'excitation refait surface. Kang n'a pas besoin de réponse. C'est évident. Puis le protagoniste lâche, emmène-moi quelque part où je peux me battre, tout de suite. Kang lui dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il parlait de plus tard. Depuis l'intérieur du sac, Yang Yang observe en silence, complotant déjà pour se venger de Kang qu'il a battu 2 fois. Vendredi matin, au lycée Gérogi, qui n'est pas celui du héros, un élève monte la garde devant les toilettes pour empêcher quiconque d'entrer. À l'intérieur, un costaud demande à un autre élève combien d'argent il s'est fait. Il s'avère que c'est le même voleur que Mu a tabassé auparavant. Tremblant, le gamin sort des billets et dit qu'il n'y avait que 20 000.
Le colosse, Yangzhu, explose de rage en disant que c'est loin d'être ce qu'il attendait. Le voleur se défend en disant que Kang s'est mis en travers de son chemin et qu'il aurait pu se faire plus en vendant le vélo. Dès que Yangzhu entend le nom de Kang, il pète un câble, frappe le mur et ordonne au gars d'appeler tout le monde. Samedi soir, Mu et Kang marchent ensemble. Kang le remercie et admet qu'avant, il se battait par pure colère. Après l'avoir rencontré, il a réalisé que se battre pouvait en fait être amusant. Il lui dit de l'affronter maintenant au lieu de perdre son temps à frapper des faibles au hasard. Kang dit qu'il ne le fera pas maintenant, mais promet qu'ils auront bientôt une revanche à la loyale. Pendant que Kang parle, Mu remarque de la fumée au loin. Kang la sent aussi, des cigarettes, et en grande quantité. La fumée est épaisse, alors Kang met son masque et ses lunettes, devinant que leur première cible est droit devant. Ils avancent sans hésitation, utilisant le brouillard pour s'approcher sans être vus. 2 gars sont devant et d'autres se trouvent plus loin dans la ruelle. Un des gardes repère Kang, le prend pour un simple passant et lui dit de donner son portefeuille. 100 est assez pour Kang. Il sait qu'il a trouvé les bonnes personnes, alors il frappe le gars au visage. L'autre voyou le reconnaît comme le chasseur de brutes et hurle un avertissement. Plus d'hommes affluent de la ruelle, et Kang réalise qu'il y en a au moins 5 de plus. Il appelle le protagoniste, et celui-ci est déjà prêt, son pull sur la tête pour cacher son visage. Kang charge le premier et dit au MC de suivre, mais le MC est toujours le même. Il ne commencera pas avant que quelqu'un ne le frappe en premier. Le voyou que Kang a frappé attrape la jambe de Mu et lui demande s'il est avec Kang. 100 est assez pour lui. Il considère ça comme un coup et se jette dans la mêlée. Quelques minutes plus tard, tous les voyous sont à terre. Le protagoniste est agacé par leur faiblesse, jugeant même leur cardio pitoyable. Puis Kang remarque un petit sac, le ramasse et le rend à la victime, une fille rousse de son école qu'il aime bien. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autres gars arrivent. Le gang a reçu un message d'un voyou qui a réussi à signaler la présence de Kang, et maintenant ils sont là pour le punir d'avoir fouiné dans leur soi-disant affaire. Kang décide qu'il est temps de devenir sérieux et sort son arme. Le visage de Mu passe à l'excitation pure à la seconde où il réalise que le combat n'est pas terminé. Maintenant, le vrai plaisir va commencer. Une bagarre générale, son genre préféré. Mu déchire le groupe, les faisant tomber un par un jusqu'à ce qu'une énorme claque retentisse sur son visage. C'est Yangzhou, et ce seul coup envoie le MC au sol. Puis Yangzhou demande pourquoi il y a 2 Kang. Près du combat, le garçon aux cheveux roux passe par hasard. Grommelant que personne ne répond à ses appels, il entend le vacarme, regarde dans la direction et voit la bagarre. Ce même dégoût le frappe. Il n'arrive pas à croire que les gens perdent autant de temps à se battre. Il est sur le point de partir quand il remarque la fille coincée avec King debout devant elle pour la protéger. Il s'appelle Ejin, et son père était un champion de MMA, la personne la plus forte que Ejin connaissait et celle qu'il admirait le plus. Mais plus tard, son père a commencé à se droguer pour devenir plus fort, et c'était comme s'il avait perdu la tête. Il est devenu violent, non seulement sur le ring, mais aussi à la maison. Leur mère a fini par s'enfuir, mais elle a abandonné les enfants derrière elle. Même en sachant qu'il ne tiendrait pas, Ejin devait protéger sa sœur, alors il regardait les combats de son père, s'entraînait en secret et continuait de grandir. Une fois qu'il a finalement atteint la taille de son père, le jour est arrivé. Il s'est défendu, lui et sa sœur, et a riposté parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Son père a hurlé qu'il était ingrat et a juré qu'il tuerait Ejin et sa petite sœur. En entendant cela, dans un mélange de peur et de rage, Ejin a tué son père. Le tribunal a qualifié ça de meurtre, mais ils ont aussi pris en compte ce qu'il avait traversé. Il a passé 1 an en centre de détention pour mineurs. Même après ça, Ejin a continué d'aller au lycée. Il travaillait aussi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur, alors rester en bonne santé comptait plus que tout. C'est pourquoi voir Mu et Kang se jeter dans des combats imprudents l'a toujours rendu malade. Et Jun ne vivrait jamais comme ça. Mais maintenant sa petite sœur Dalgan est piégée, et ça ne lui laisse qu'un seul choix, se battre, car il ne le fait que lorsque sa vie ou celle de sa sœur est en jeu. Yonjo bloquait encore sur une chose. Pourquoi y avait-il 2 Kang? Alors il n'a jamais remarqué Ejin arriver derrière lui. Sorti de nulle part, Ejin frappe un point faible et fait tomber Yonjo à genoux. Puis il lui attrape la tête et le claque au sol, mettant le colosse KO. Yeon Yang n'arrête pas de crier à son maître de se réveiller, mais Ejin lui marche simplement dessus et fonce pour rejoindre sa sœur. Le pauvre Yeon Yang ne fait jamais grand-chose, et pourtant il se fait toujours tabasser. Kang regarde Ejin massacrer les brutes comme si de rien n'était. Avant que les 2 derniers ne puissent réagir, Ejin les attrape et les fracasse contre les murs. Puis il s'arrête devant Kang, le foudroyant du regard en disant qu'ils sont allés trop loin. Kang commence précipitamment à s'expliquer, mais Dal appelle son frère, et Kang se fige, choqué qu'elle en ait un. Avant qu'il ne puisse réfléchir, Ejin bouge. Kang réagit juste à temps et contre, mais Jun se faufile et se contente de le repousser. Il attrape la main de Dalgan et lui dit de courir. Les 2 décampent, et elle laisse tomber son portefeuille sans s'en rendre compte. Alors qu'il s'enfuit, Yeon Yang bloque la ruelle, furieux, et exige de savoir qui est Jun. Il demande même si cet enfoiré est le 3e Kang. Et Jun se prépare à forcer le passage, mais avant de pouvoir le faire, Mu se relève et frappe Yeon Yang au visage. Et Jun se demande qui c'était, mais plus important encore, il profite de l'occasion pour faire sortir sa sœur. Pendant qu'il rigole,
Kang lui hurle dessus pour avoir montré son visage. Au même moment, Yonjo se relève péniblement et cherche d'où vient ce deuxième coup, pour les voir déjà s'enfuir. Plus tard, Kang dessine Yonjo et explique à Mu qui il est, en plus de ce qu'ils doivent faire ensuite. Selon Kang, Yonjo était l'un des 3 délinquants les plus craints du coin. Ensemble, ils étaient appelés les Gotri, la pire brute de chaque école. Kang ajoute qu'ils n'ont commencé à faire des problèmes que récemment. D'après ce qu'il a vu, Yonjo semblait être la pièce maîtresse, c'est pourquoi il agissait comme le chef plus tôt. Mu a toujours l'air confus et demande de quoi Kang peut bien parler. Kang rétorque, demandant si le protagoniste a seulement un cerveau. Ça fait finalement sortir Yang Yang de sa cachette. Il s'en prend à Kang pour avoir osé insulter le dieu Mu de la sorte. Kang le fixe, choqué de voir une grenouille parler. Le MC présente Yang Yang comme son assistant, ou peut-être son ami. Maintenant, Kang devient encore plus méfiant. Il ignore les choses basiques, et maintenant il traîne avec une grenouille qui marche et qui parle. Mu est en fait impressionné que Kang ait compris qu'il n'est pas humain. Ils parlent tous en même temps. Kang demande s'il est un extraterrestre. Le protagoniste dit qu'il est un dieu. Kang dit qu'il ressemble plutôt à un idiot, et le MC demande immédiatement ce qu'est un extraterrestre. Tout cela se passe dans la maison de la présidente Kim. Elle est agacée au début jusqu'à ce qu'elle voie Yang Yang jouer avec son téléphone. Kang reste simple. Leur cible est le grand gaillard qui a mis Mu à terre avant même qu'il puisse répliquer, et rien que de saines souvenirs, ça rend Kang fou. Maintenant le protagoniste comprend après qui ils en ont, et il est excité. C'était son premier vrai goût d'une différence de poids depuis longtemps. L'idée d'affronter quelqu'un comme ça l'enflamme, mais il sait que ce corps ne suffit pas. Kang acquiesce, dit que Mu se fatigue trop vite et lui dit de s'entraîner à sa salle de sport. Le MC dit non. Il lui faut quelque chose de plus coriace et de plus sauvage. Puis Yang Yang, qui trifouille encore le téléphone de Kim, trouve quelque chose. Une arène clandestine avec un combattant invaincu qui met les gens KO en quelques secondes. La streameuse annonce que quiconque est assez courageux pour relever le défi a une chance de remporter 1 million. Mu et Kang regardent attentivement, et Kang se rend compte que ce combattant fait partie de Gotri. Ça lui suffit amplement. Il prépare son plan. L'utiliser comme entraînement. Battre Yonjo, puis éliminer Gotri un par un. Pendant ce temps, dans le royaume divin, une immense attaque magique s'écrase sur le domaine de la Terre. Lucifer lance tout ce qu'il a contre la barrière de la Terre pour atteindre Mu. Quand la poussière retombe, il regarde fixement. La minuscule Terre n'a pas la moindre égratignure. Ça ne fait que le mettre encore plus en colère, car Mu a brisé la barrière autour de la propre planète de Lucifer avec facilité. Yonjo est tout aussi furieux. Il donne des coups de pied et de poing dans la porte des toilettes pendant que quelqu'un à l'intérieur se demande si ça ne peut vraiment pas attendre. Yonjo finit par sortir, toujours furieux de n'avoir uni l'argent ni Kang. Puis le même petit gars de tout à l'heure essaie de lui remonter le moral en lui montrant le portefeuille que Dalgan a fait tomber. Yonjo l'arrache, le secoue, et seulement quelques pièces en tombent, ce qui lui fait penser qu'elle se moque de lui. Puis sa carte d'étudiante tombe aussi. Il la ramasse et sourit, réalisant qu'il peut s'en servir. Le lendemain matin, Mu et Yon Yang se mettent en route, avec Yon Yang pour les guider. Ils se feraient un chemin dans les rues en direction de l'arène. Puis Yon Yang lâche un paix, et un type à proximité avec son vilain chien continue de courir à côté d'eux jusqu'à ce que l'odeur atteigne la truffe du chien. Il craque, fonce sur Yon Yang et le mord en plein sur les fesses avant de reculer. Le chien se calme. Yon Yang a mal, et ils se séparent en se foudroyant du regard. Yon Yang traite ce cabot de créature inférieure et jure qu'il se vengera une fois que sa magie sera revenue. La fille du stream vérifie les candidats, en acceptant certains et en refoulant d'autres. Quand Mu s'approche, elle remarque tout de suite son uniforme et lui demande si elle a bien deviné son lycée. Avant que le protagoniste ne puisse répondre, Yon Yang lui murmure de simplement dire oui. Elle lui demande ensuite quel genre d'expérience de combat il a qui pourrait le qualifier pour l'arène. Mu ne comprend pas, alors elle lui donne des exemples, boxe, lutte, arts martiaux, et même combat de rue. Il commence à compter avec l'aide de Yon Yang, puis lâche qu'il a environ 3 millions d'années d'expérience. Les gens dans la file rigolent, mais la fille aime la réponse et le laisse passer. Ensuite, elle réclame les 50 000 de frais d'inscription. Yon Yang sort de l'argent qu'il a volé après avoir abusé de la confiance de Kim. Le problème, c'est qu'ils n'ont que 4 000. Alors que Mu s'apprête à partir, quelque chose attire son regard. Une personne massive, avec un chapeau et une veste verte, est appuyée un peu plus loin, et le MC observe sa carrure. Les muscles sont bien réels. Clairement, c'est quelqu'un qui s'entraîne. Il ne peut pas encore voir son visage, mais il pense que c'est peut-être le combattant de Gotri dont Kang a parlé. Quelques minutes plus tard, juste avant que ça ne commence, Mu réalise que ce n'est pas du tout un gars. C'est une fille, ou du moins quelqu'un qui y ressemble. La streameuse lance les hostilités en présentant la championne invaincue avec 13 victoires consécutives. Il s'avance immédiatement au centre comme si c'était un simple 1 contre 1. D'habitude, il attend que l'adversaire frappe en premier, mais pas cette fois. Il pense que se tenir là signifie que le combat est lancé. Avant qu'il ne puisse bouger, la présentatrice se précipite et l'arrête. Elle sort un papier et lui dit qu'il y a des règles. Ce n'est pas un combat de rue. C'est un tournoi, et il ne peut pas juste sauter sur la championne. Alors Mu recule et se plie aux règles. Un peu plus tard, c'est enfin à son tour. Son adversaire est le même gars dont le chien a attaqué Yang Yang plus tôt.
La présentatrice introduit le protagoniste comme le combattant autoproclamé avec 3 millions d'années d'expérience, puis présente l'autre gars comme un maître d'arts martiaux chinois. De loin, Yang Yang regarde autour de lui en entendant les gens parier, puis des aboiements incessants attirent son attention. Le chien lui semble familier, et il réalise que c'est celui qui l'a mordu en venant ici. Furieux, il saute hors du sac assez haut pour que les gens lèvent les yeux, puis atterrit près de Mu. Le MC demande ce qui se passe, mais Yang Yang l'ignore et fixe le chien. Il le défie au combat dans l'arène, et on ne sait comment, le chien comprend, se précipitant à travers la foule jusqu'au centre. Son maître se contente de demander à Cerbère comment il a réussi à se détacher. La présentatrice adore l'idée et annonce un match double rare, le maître et son animal combattant en équipe. Elle chauffe à nouveau le public pour Mu et le combattant chinois, puis ajoute le lézard contre le chien fou chinois. Les gens commencent à se demander quel genre de lézard possède des cornes et des ailes. Puis le match commence. Le combattant chinois annonce qu'il va utiliser une ancienne technique du style de l'animal qu'aucune personne à main nue ne peut contrer. Il forme des griffes avec ses doigts, prévient Mu de ne pas le sous-estimer, et fonce. Il ne bouge pas au début. Le gars attaque en hurlant à propos de sa frappe des doigts du style du tigre, mais Mu bouge le premier et lui enfonce un poing dans l'estomac. Le combattant s'effondre et se rend compte que c'est lui qui avait sous-estimé son adversaire. Le protagoniste remet en question tout ce style, affirmant que les humains ne peuvent copier les animaux que jusqu'à un certain point. Le garçon se relève, blessé, et réalise que frapper Mu, c'est comme frapper un mur de béton. Le MC se demande ce que ce type essaie même de faire. Pendant ce temps, la plupart des gens regardent Yang Yang et le chien. Yang Yang est déjà épuisé, essayant de trouver un moyen de s'en sortir. Le combat rapproché n'est pas son point fort, et le chien continue de se précipiter sur lui sans relâche. Juste avant d'atteindre Yang Yang, le chihuahua s'arrête soudainement et exécute une feinte digne d'un ninja, presque comme un écho rythmique. La foule est choquée, surtout la streameuse qui plaisante en disant que ce chien vient peut-être de la famille Zoldyck. Maintenant, Yang Yang voit 3 chiens juste devant lui. Il choisit celui du milieu, mais le vrai chien était à gauche. Il se faufile et mord Yang Yang au cou. Au même moment, le propriétaire se met à 4 pattes et fonce, mais Mu reste calme. Les gens rient de ce mouvement étrange, et même son maître apparaît comme un esprit, les larmes aux yeux, se rappelant comment il l'avait prévenu de ne jamais utiliser cette technique sur des personnes, surtout en public. Mu essaie de lire l'attaque puisqu'elle vient de si bas, puis le gars bondit avec un coup de patte du tigre, et il a un temps de retard. Le garçon érafle le visage de Mu, et le protagoniste réalise que de vraies griffes l'auraient tué. Le gamin continue d'attaquer, en mélangeant des mouvements d'animaux. Une seconde, il est comme un chat, puis il mord la jambe de Mu comme un chihuahua, puis lance un coup de pied arrière en plein visage comme un cheval. Le MC n'a jamais combattu quelqu'un qui utilise son corps de cette manière, il n'arrive donc pas à lire ses mouvements. Pourtant, cela ne fait que l'exciter davantage. Puis il remarque Cerbère à côté de lui, prêt à foncer à nouveau sur Yang Yang, et ça lui fait tilt. Si ce gars copie des animaux à 4 pattes, alors il doit aussi partager leurs points faibles. Le combattant chinois charge à nouveau, mais Mu pose soudainement un genou à terre, accumule de la puissance dans ses jambes, et se propulse d'un coup sec vers le haut. Il saute si haut que le gars le perd de vue, et la foule entre en délire. Le temps que le pratiquant d'arts martiaux lève les yeux pour se protéger, Mu redescend, plante un pied sur sa tête et lui écrase le visage au sol. Il a trouvé la réponse face à quelqu'un qui se bat à 4 pattes, attaqué par le haut. Certains applaudissent, d'autres râlent à cause de l'argent qu'ils ont perdu en pariant sur le combattant chinois. Mu regarde vers son assistant pour voir comment il s'en sort et voit que le chihuahua a déjà gagné. Il fusille le chien du regard, et ce dernier s'effondre instantanément pour faire le mort. La présentatrice déclare le protagoniste vainqueur suite au forfait de l'équipe du vilain chien. Mu s'approche pour laisser sa marque sur l'adversaire, mais Yang Yang, qui tient à peine debout, l'arrête en lui disant que c'est contre les règles. Le protagoniste laisse tomber, et la présentatrice passe à la suite de l'événement. Il est maintenant temps de passer au 6e match. Le prochain adversaire de Mu est Yoon, le même type qu'il a démoli la dernière fois, qui porte toujours les marques sur son bras et son oreille. L'affronter à nouveau alors qu'il est toujours blessé est bien la dernière chose dont Yoon a envie, mais il monte tout de même sur le ring. Mu, de son côté, semble ravi à l'idée de cette revanche. Yoon se dit que tout ira bien tant qu'il ne baisse pas sa garde cette fois-ci, et la présentatrice lance le combat. La question est simple. Qui pourra arrêter le champion invaincu? Ils se jettent tous les deux dans la mêlée, mais c'est Mu qui se retrouve surpris. Une douleur fulgurante lui traverse la main, tandis que Yoon semble en pleine forme, voire un peu soulagé de pouvoir enfin rendre l'appareil. Le protagoniste se stabilise et accueille la douleur à bras ouverts. Ça prouve qu'il est en vie. C'est exactement pour ça qu'il est venu sur Terre, et l'expression tordue sur son visage fait tressaillir Yoon. Yoon change de tactique, criblant Mu de coups rapides pour préparer un coup de pied surpuissant. Il pense que le protagoniste le voit uniquement comme un boxeur, donc ce coup de pied devrait le prendre au dépourvu. Mais Mu devine son intention rien qu'à la façon dont ses muscles se contractent. Il fonce et pulvérise le genou de son adversaire exactement comme Kang l'avait fait, puis enchaîne avec le coup de grâce, reproduisant ce qu'il a appris lors de ce combat. Ignorant l'avertissement de Yang Yang, Mu arrache un autre morceau de l'oreille de Yoon, sous les yeux du public qui n'intervient pas. Après ça, la tension retombe un peu pour le dernier match.
La fille avec 13 victoires consécutives. Il est gonflé à bloc. 3 combats en une seule journée, c'est comme un cadeau pour lui. Avant même que la présentatrice ne puisse terminer, Nu se précipite. Son adversaire lui décoche un long coup de pied en plein visage. Il est pris de court, mais parvient à parer de justesse. Le protagoniste réalise très vite sa vitesse, et le combat bat son plein. Elle enchaîne coup de pied sur coup de pied, l'obligeant à esquiver et à bloquer sans aucune chance de s'approcher. En contrôlant la distance, elle donne du fil à retordre à Nu. Il sait que tous les membres de Guthrie sont coriaces, bien plus qu'on ne le pense, alors il commence à réfléchir malgré son air niais. Il se demande comment il est censé battre quelqu'un avec une telle allonge. Il bondit pour réduire la distance, mais elle lui plante un coup de pied au visage avant même qu'il ne l'atteigne. Il change de plan dans la foulée et lance un coup de pied vers sa tête, mais sa jambe est un tout petit peu trop courte. Ce coup de pied circulaire ne fait que faire voler son chapeau, la laissant indemne mais surprise. Nu recule, et la différence de taille est flagrante. Elle décide de passer aux choses sérieuses, charge plus rapidement et lui assène un coup. Il bloque avec ses 2 mains, mais elle en envoie un autre instantanément. Nu est en difficulté, et c'est alors qu'il remarque que toutes ses attaques visent vers le haut. Juste avant que le coup de pied suivant ne l'atteigne, il disparaît, la laissant le chercher du regard. Lorsqu'elle le repère, elle est encore plus choquée. Nu est à 4 pattes, copiant le style du combattant chinois de tout à l'heure. Il décide que c'est sa meilleure chance face à la grande fille, et ça marche. Elle n'a de toute évidence pas l'habitude de combattre quelqu'un placé aussi bas. Nu se jette en avant comme un chien. Elle tente le même coup au visage, mais sa posture n'est plus la bonne. Le public commence à l'acclamer alors que ce nouveau style porte ses fruits. Le combattant chinois ne revient pas que Nu ait copié son style après un seul match, alors que lui a dû s'entraîner pendant 5 ans. Lui et son maître ne peuvent que regarder cette même foule, qui se moquait plutôt, applaudir à tout rompre, son maître en rougissant même de fierté. De retour au combat, le protagoniste esquive encore puis décide de lui tourner autour à toute vitesse. Elle sent une attaque arriver depuis son angle mort, pivote, et lance un coup de pied. Ça touche, mais seulement son propre chapeau, alors que Nu apparaît de l'autre côté. L'instant d'après, il est juste devant elle, prêt à décocher son poing imitant le lourd Behemoth. Nu venait à l'origine de la Terre, mais environ 3000 ans avant d'en devenir le dieu, il a été forcé de vivre sur la planète de Lucifer, un monde saturé de mana. Là-bas, les animaux s'étaient changés en monstres, et il a survécu en les chassant et en les mangeant. Un monstre se dressait bien au-dessus des autres, un Behemoth, bien plus grand et puissant que tout ce qu'il avait pu affronter. Le plan de Nu est simple. Contracter ses muscles pour imiter cette bête le plus fidèlement possible, puis frapper. La grande fille est prise de court et ne peut que le regarder s'écraser contre elle. L'impact est si rapide et brutal qu'elle est violemment projetée contre un banc et une table. Elle peine à respirer, une douleur lui poignarde dans le flanc, mais Nu ne s'arrête pas. Il bondit sur elle, attaquant à 2 mains lorsque la présentatrice intervient soudain pour l'arrêter. Elle déclare que le match est terminé. La grande fille a été éjectée du ring. En plein live, elle annonce que Nu a battu la championne aux 13 victoires. La foule est agacée par cette fin plutôt décevante. Il n'a même pas pu l'achever. L'animatrice clôture la diffusion, l'air satisfaite, puis dit au protagoniste de la suivre pour récupérer son prix d'1 million de wons. Plus tard, elle les mène dans une ruelle tranquille en discutant sur le chemin. Elle lui explique qu'il a seulement gagné le droit de défier l'adversaire final, car il reste encore un combattant. Puis, sans aucun avertissement, elle pivote, saute, et lui enfonce un coup de genou dans la poitrine. Nu avait les mains dans les poches, il s'effondre donc sur place. Complètement sonné, le coup était beaucoup trop fort pour son corps actuel. Elle lui révèle alors sa véritable identité, c'est l'un des 3 meilleurs combattants de Guthrie, Kim Jung-go. Le protagoniste n'est pas vraiment surpris. Il avait déjà senti Jung-go se crisper et savait qu'une embuscade se préparait, mais il a choisi de ne pas esquiver pour avoir un nouveau combat. Il ne s'attendait simplement pas à ce qu'elle frappe aussi fort. Le coup le laisse paralysé, et il ne peut rien faire d'autre que la regarder s'éloigner. La grande fille attendait tout près pour lui prêter main forte. En voyant Jung-go, elle semble honteuse et n'arrête pas de s'excuser pour son erreur. Jung-go lui dit que ce n'est rien, lui ordonne de se dépêcher, et elles s'en vont. Nu rampe difficilement vers la rue, et d'une voix faible, il lui dit de ne pas partir, qu'il peut encore se battre. Il appelle Yon Yang pour récupérer l'orbe de soins afin de les poursuivre, mais Yon Yang n'est pas là. L'action se coupe sur la brute qui harcelait Liu, courant à en perdre haleine avec quelque chose caché sous son t-shirt, en sueur et paniqué par la tournure désastreuse des événements. Quelques jours plus tôt, Yu lui avait montré un site de paris en ligne. Il a fait quelques parties en espérant gagner de l'argent facile, puis a perdu 5 millions de wons depuis le compte de sa mère. Terrifié à l'idée de la réaction de ses parents, il se dit que la seule solution est de tout regagner. Il a entendu parler d'un endroit qui prête de l'argent aux étudiants en échange d'une garantie, mais l'homme au comptoir a juste l'air agacé et lui demande ce que c'est que ce bordel. La brute reprend son souffle et écarte son t-shirt, dévoilant Yon Yang, incapable de parler. Il lui montre la photo d'un tuatara, un lézard rare de Nouvelle-Zélande, et essaie de faire passer Yon Yang pour l'un d'eux, mais muté. Le prêteur n'y croit pas une seconde et jette un coup d'œil à un homme silencieux assis dans le coin. La brute s'en va, dépitée. C'est 1 million de moins que ce qu'il voulait, mais ça reste toujours mieux que rien,
Alors il retourne immédiatement parier. À ce moment-là, quelqu'un portant une capuche passe en le frôlant. Cette personne s'approche du comptoir et pose la carte d'étudiante de Dalgan en guise de garantie. L'homme en costume noir lui ordonne de retirer sa capuche. Ce n'est de toute évidence pas l'étudiante Dalgan, et il lui fait remarquer que la photo a été fortement retouchée. Malgré tout, la carte vaut 500 000 wons, et il lui donne l'argent après avoir prélevé les intérêts en premier. Soit 50 000 wons, et elle doit tout rembourser à temps d'ici une semaine. Elle sort à la hâte, regardant autour d'elle d'un air nerveux. C'est alors que Yonjo s'interpose et l'arrête. Il lui demande si elle a l'argent, et elle brandit l'enveloppe comme si le plan avait fonctionné. En marchant, elle demande pourquoi c'était à elle de s'en charger. Yonjo répond qu'il ne pouvait pas emprunter à cet endroit lui-même. De retour chez Mamie prêteuse sur gage, le patron au souhaite violet joue avec la carte d'identité de June. Un employé demande pourquoi il continue de prêter de l'argent à des lycéens louches alors qu'ils ne pourront visiblement pas rembourser. Le patron se contente de sourire d'un air narquois. Il a déjà gagné de l'argent. Il lance la carte qui se plante dans une planche en bois et dit de ne pas s'inquiéter. S'il ne paie pas, il récupérera quand même sa mise. Yonjiang est attaché à cette planche, entouré de cartes d'identité d'étudiants. Le lendemain au lycée, un cri résonne dans le couloir. C'est la déléguée Kim. Elle vient de découvrir que Yong-yeon a disparu depuis la veille. Nu a seulement mentionné l'attaque parce qu'il pensait que Yong-yeon était rentré avec la fille, mais sa réaction prouve qu'il avait tort. Kim pète complètement les plombs. Elle se précipite hors de la pièce pour fouiller tout le lycée. Mu se contente de la fixer, choqué de la voir paniquer à ce point. Dans une autre classe, Kim débarque en criant le nom de Yong-yeon et en fouillant tous les casiers. Kang se trouve là par hasard, mais il n'est au courant de rien. Quelques minutes plus tard, Ronnie Coleman arrive en portant la déléguée de classe et lui ordonne de s'asseoir et d'arrêter de semer la zizanie. Bouleversée, elle dit à Mu qu'elle a cherché partout sans rien trouver. Il reste calme. Il savait déjà que Yang Yang ne serait pas au lycée. Il dit qu'il l'a perdue après la reine, pas ici, et Kim s'énerve en lui demandant pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt. Mu pose une carte dessinée à la main sur son bureau. Kim la reconnaît tout de suite. C'est celle qu'elle a donnée à Yang Yang pour aider le protagoniste à atteindre la reine. Le protagoniste pointe l'endroit où il l'a vue pour la dernière fois. Kim s'empare de la carte et court vers la porte, mais Ronnie Coleman la repère et se lance à sa poursuite. Il l'attrape presque immédiatement. Elle le supplie de la laisser filer pour cette fois, mais il refuse et la ramène de force. Mu le remarque à peine. Il pense toujours à ce combat inachevé avec l'une des 3 meilleures combattantes de Gottry. À chaque fois qu'il est sur le point d'en finir, quelque chose se met en travers de son chemin, et il n'arrive pas à passer à autre chose. Le problème, c'est que son corps est toujours en piteux état, ce qui l'agace. Il n'a forcé sur quelques muscles que pendant un court instant, mais maintenant il a mal partout. Pourtant, Mu aime cette douleur. Ça veut dire qu'il a pu se battre pour de bon. Il a envie d'y retourner, mais il a d'abord besoin d'un autre orbe de guérison, et pour ça, il doit retrouver Yang Yang. À la fin des cours, Kim attrape la main du héros et l'entraîne dehors sur le champ. Dans les escaliers, il tombe sur Kang. Il reconnaît Kim et lui demande pourquoi elle est si pressée. Elle dit que Yang Yang a disparu, mais Do-jin l'interrompt, agacé de ne pas trouver son portefeuille. Kim demande soudainement si June est la petite amie de Kang, et tous les deux nient catégoriquement. Elle s'excuse précipitamment, puis les supplie de l'aider à retrouver le dragon qu'elle traite comme son propre animal de compagnie. Mu explique que Yonjiang était immense avant de rétrécir et commence à donner plus de détails, puis remarque que tout le monde est déjà parti sans l'écouter. Il marque une pause, se sentant mis de côté, puis laisse tomber. Il va s'entraîner et récupérer pendant que les 3 autres chercheront son assistant. Un dénouement parfait. Pendant ce temps, dans les toilettes du lycée, Yanzu est sur le trône en train de parier sur son téléphone. Un gros choc retentit contre la porte des toilettes. Il vient de se jeter dessus sous l'effet de l'excitation. Il n'a pas perdu. À sa dernière tentative, il a décroché le jackpot et remporté ce qui ressemble à un gros pactole. Yanzu est aux anges. Il commence à rêver de cet argent. Il pourrait effacer sa dette avant que les intérêts n'explosent, alors il décide de tout retirer avant de devenir trop gourmand. Mais lorsqu'il appuie sur le bouton pour récupérer ses gains, il sent que quelque chose cloche. Il réessaie et comprend que c'est une pure arnaque. Il ne peut rien retirer. 6 jours plus tard, on retrouve Mu. Au lieu d'aider à chercher Yang Yang, il est dans le couloir à fixer Ronnie Coleman avec ce sourire flippant, cherchant clairement la bagarre. De leur côté, la déléguée Kim et Do-jin ont passé toute la semaine à chercher. Même Kang a aidé quand il le pouvait, mais ils n'ont rien trouvé. Finalement, Kim et Do-jin s'assoient pour se reposer. Kim s'excuse d'avoir embarqué Do-jin dans toute cette histoire, surtout qu'elle est en dernière année, mais Do-jin sourit simplement et lui dit que ce n'est pas grave. De toute façon, elle n'étudie pas. Malgré tout, Kim en a marre que Mu ne fiche rien alors que c'est son dragon qu'elle essaie de sauver. Kim propose d'aller chercher à boire pour Do-jin et lui dit de se reposer. À la seconde où Kim s'éloigne, un homme louche s'approche derrière Do-jin en tenant sa carte d'identité. Quelques minutes plus tard, Kim revient avec des boissons et des snacks, mais Do-jin a disparu. Quelques jours plus tôt, Mu s'était comporté bizarrement avec le grand prof, mais il ne cherchait pas la bagarre. Il était sincèrement impressionné par la carrure de l'homme et lui a même tapoté le torse en disant qu'il avait beaucoup entraîné cette partie. Le prof a failli recadrer Mu pour son ton insolent,
Mais comme c'était un compliment pour son dur labeur, il a laissé couler. Puis il annonce avec désinvolture qu'il se joint à la séance d'entraînement du prof. Genre, il n'a pas besoin de permission. Au bureau de prêt sur gage, l'employé tient la carte d'identité de Daojin. Daojin débarque et exige de la récupérer. Il lui dit qu'ils l'ont parce qu'elle l'a utilisé comme garantie pour un prêt. Daojin est sous le choc et jure qu'elle n'y a jamais mis les pieds et qu'elle n'a jamais rien emprunté. C'est alors que le patron au souhaite violer Sen-Mel, frappe du poing sur le bureau et exige de savoir pourquoi elle fait semblant de ne pas s'en souvenir maintenant qu'il faut payer. Sachant que se disputer ne servira à rien, Daojin demande combien elle doit payer pour récupérer sa carte. L'employé lui annonce 550 000 wons, incluant 50 000 wons d'intérêt. Daojin essaie de garder son sang-froid et dit qu'elle paiera bientôt. Ce n'est même pas une si grosse somme. Puis l'homme de main jette sa carte dans un tiroir et l'avertit qu'elle a une semaine avant qu'ils ne viennent la chercher. Daojin leur dit de ne pas perdre sa carte et sort en trombe en claquant la porte. L'employé ronchonne que les gamins sont irrécupérables de nos jours, et le patron lui jette un regard en pensant que la remarque lui était destinée. Le gars panique instantanément, s'excuse et jure qu'il ne visait pas son patron, puis le reste de la journée s'écoule tranquillement. Plus tard, ce même employé ferme le bureau et balance la clé sur un pot de fleurs avant de partir. Il marmonne qu'il en a marre de recevoir des ordres d'un sale petit morveux, puis descend les escaliers, ignorant que Daojin se cache à l'étage et n'attendait que ça. Dès qu'il s'en va, Daojin se dirige vers le bureau pour reprendre sa carte et filer. La porte est verrouillée, mais elle repère la clé sur le pot de fleurs, déverrouille et se faufile discrètement à l'intérieur. Hors de question de donner de l'argent à des escrocs. Juste après son entrée, quelqu'un d'autre pénètre silencieusement dans le bâtiment. Daojin va droit au bureau, ouvre le tiroir et trouve sa carte d'identité. Soulagée, elle tente de repartir en vitesse, mais quelque chose à l'intérieur d'un placard fait soudain un bruit sourd. Il fait trop noir pour distinguer quoi que ce soit, puis des yeux luisants et un visage apparaissent. C'est Yang Yang. Il se met instantanément à hurler pour qu'on le libère sans même vérifier qui a ouvert. Daojin n'a jamais vu le dragon auparavant, et ça l'effraie. Elle recule et heurte quelqu'un. C'est Yang Zhu, juste derrière elle. Elle ne le connaît pas, et il a l'air tout aussi surpris. Puis il voit qu'elle est sur le point de crier, alors il lui couvre la bouche et lui dit de se taire pour ne pas se faire repérer. Une seconde plus tard, il réalise que c'est la fille dont il a utilisé la carte d'identité pour emprunter de l'argent. Il dit qu'il est aussi là pour sa propre carte, et suggère qu'ils prennent chacun ce dont ils ont besoin et partent discrètement. Daojin hoche la tête, finissant par se calmer, et ramasse Yang Yang avant de sortir. Puis elle se souvient de son visage sur l'avis de recherche fait par Kim. Ils correspondent parfaitement. En partant, elle se dit que ces gens sont d'horribles personnes pour enfermer l'animal de quelqu'un d'autre, ignorant qu'une caméra de sécurité a tout filmé. Le lendemain matin, sur le chemin du lycée, Daojin aperçoit Kim et court vers elle en l'appelant. Kim est choqué de la voir saine et sauve après sa disparition de la veille et commence à dire à quel point elle était morte d'inquiétude, mais Daojin sourit, passe les détails et ouvre son sac. Les pattes de Yang Yang surgissent, puis il s'extirpe en haletant. Kim se précipite et le serre fort dans ses bras, en lui disant à quel point il lui a manqué. Pendant qu'elle le tient, Yang Yang capte une odeur familière et se précipite dans cette direction. Nu passe par là quand Yang Yang lui attrape le bras, ignorant que le protagoniste allait instantanément le plaquer au sol. Une fois qu'il voit de qui il s'agit, il ne s'excuse pas. Il lui dit juste de faire attention et se plaint d'avoir mal partout à cause de l'entraînement. Kim accourt, furieuse contre Mu pour avoir traité Yang Yang de la sorte. De retour au prêteur sur gage, le personnel se rend compte que 2 cartes d'identité et Yang Yang ont disparu. Il vérifie les caméras et voit Daojin se faufiler à l'intérieur puis ressortir, suivi de Yang Zhou qui récupère sa propre carte et s'en va. L'homme en costume noir demande au patron ce qu'il faut faire, ce qui le met hors de lui. Il manque de frapper le gars pour avoir été imprudent avec les clés, puis s'arrête et retrouve son calme. Malgré tout, il est fou de rage que 2 lycéens se soient introduits dans son bureau et les doublés. Au lycée, pendant le cours de sport, des élèves commencent un match de foot. Un ado tire sans remarquer que Mu se trouve juste devant lui. Il ne l'esquive pas. Le ballon le frappe en plein visage et son nez se met à saigner. Dès que le ballon retombe, Mu fonce sur le crâne rasé qui l'a frappé. Avant que le gars ne puisse réagir, le protagoniste l'atteint et lui assène un coup de poing dans le ventre. L'ado s'effondre, et le protagoniste le domine jusqu'à ce que les autres élèves s'interposent pour éviter que la situation ne dégénère. De plus en plus d'élèves s'en mêlent, et c'est seulement à ce moment-là que le prof remarque que quelque chose cloche. MC, cependant, adore ça. Il se demande si c'est ça un vrai cours de sport et trouve ça amusant. Kim et Yang Yang trouvent un endroit tranquille. Elle lui donne son ancien téléphone pour qu'il puisse envoyer des messages ou l'appeler en cas de besoin. Comme ni Mu ni Yang Yang n'ont de téléphone, elle se dit qu'elle veut qu'il le garde pour qu'il puisse rester en contact. Yang Yang le regarde fixement, complètement perdu. Kim est sur le point de lui expliquer le fonctionnement depuis le début quand ses yeux se fixent sur quelque chose derrière eux. L'ancien harceleur de Lee est là, continuant de gaspiller son argent dans ce jeu de paris stupide. Yang Yang le reconnaît instantanément comme le type qui l'a kidnappé et enfermé. Il lâche le téléphone et s'élance. Le harceleur lève les yeux, mais avant qu'il ne puisse réagir, Yang Yang se jette sur lui et le mord à la tête de toutes ses forces. Le gars panique, arrache Yang Yang de sa tête, le jette au sol et s'enfuit. En même temps,
Mu est avec l'immense prof qui n'arrête pas d'essayer de lui expliquer qu'il ne peut pas frapper tous ceux qui le touchent, sinon l'entraînement sera terminé pour lui. Puis le harceleur percute le protagoniste, perd l'équilibre et s'étale violemment. MC baisse les yeux, sourit à pleines dents et se dit « Parfait. Cours de sport ». Puis il lui saute dessus et commence à le rouer de coups jusqu'à ce que le prof l'écarte de force. Et c'est ainsi que la journée amusante de Mu s'achève. Sur le chemin du retour, Kim marche à ses côtés. Il espère encore que les cours de sport puissent être comme ça tous les jours, mais Kim lui dit que LEPS ne ressemble pas du tout à ça en réalité. Puis elle lui demande pourquoi il ne s'entraîne pas aujourd'hui et si Yeon-yang peut rester avec elle pour le reste de la journée. Elle invite même Mu, en disant qu'elle leur apprendra à tous les deux comment utiliser un téléphone. Dalgan marche avec un camarade de classe, discutant et riant. Kang est tout près sur la même route, se frottant la nuque endolorie comme s'il avait mal dormi. Un peu derrière eux, le frère de Dalgan, Jin, parle au téléphone avec son délégué de classe. Soudain, quelqu'un s'interpose devant Dalgan et l'interpelle. C'est Yang-Zhu. Il a l'air amoché et exige sa carte d'étudiante, affirmant qu'ils ont été filmés par les caméras et qu'il doit la rendre à ceux qui la réclament. Dalgan est sous le choc. Elle le reconnaît à peine, et ce qu'il raconte n'a aucun sens. Yang-Zhu perd patience et se met à hurler pour avoir la carte immédiatement, puis tente d'attraper son sac à dos lui-même. Le bruit finit par attirer l'attention de Kang et Jin, et dès qu'il voit ce colosse embêter Dalgan, il fonce dans le tas. Il court devant Mu qui n'a toujours aucune idée de ce qu'il se passe. Pendant ce temps, Yang-Zhu essaie d'attraper la carte de Dalgan, mais avant qu'il ne puisse y arriver, Kang et Jin s'interposent et frappent en même temps. Aucun coup ne porte car Mu intervient soudainement et les bloque tous les deux. Il ne protège pas Yang-Zhu. Il veut juste garder le combat pour lui tout seul. Kang et Jin s'arrêtent net, abasourdis que le protagoniste vienne de sauver Yang-Zhu. Yang-Zhu est tout aussi confus, puis il reconnaît Mu de la dernière fois, qui s'était mal terminé pour lui. Il attrape Dalgan et prend la fuite, tandis que ce naïf de MC se contente de regarder jusqu'à ce qu'elle appelle à l'aide. Jin et Kang se lancent instantanément à sa poursuite. Les voyant courir, ils supposent qu'ils convoitent le même combat, alors ils courent aussi, en hurlant que Yang-Zhu doit l'affronter en premier. Yang-Zhu bifurque dans une ruelle pour les semer, mais ils le suivent tous et le coincent. Kang la reconnaît tout de suite, c'est la même ruelle où lui et Mu sont apparus pour la première fois quand Dalgan était retenu captive. Yang-Zhu lâche Dalgan de son épaule, et elle tombe lourdement au sol. Puis il jette son sac à dos, se prépare et leur dit de l'attaquer tous les trois en même temps. Il pense qu'ils doivent être les mêmes chasseurs de harceleurs qui ont fui devant lui la dernière fois. Mu s'avance et déclare qu'il affrontera Yang-Zhu seul. Jin lui lance un regard noir et craint. Il n'a vu ce type que quelques fois et ne connaît même pas son nom, mais une chose est sûre. Le protagoniste ne prend pas du tout ça au sérieux. Excédé, Jin exige de savoir pourquoi MC les a bloqués plus tôt, et s'il assumera la responsabilité si Dalgan venait à être blessé. Mu sent bien qu'il est en colère, mais au lieu de s'excuser, il dit simplement qu'il affrontera Jin quand il en aura fini avec Yang-Zhu. C'est alors qu'une main agrippe son épaule. Elle le serre très fort, et une douleur le transperce. Le protagoniste se retourne et se dégage, mais Yang-Zhu l'agrippe à nouveau, cette fois avec une idée derrière la tête. Il glisse une jambe derrière Mu et lui fait un balayage rapide, le faisant basculer avant de le plaquer violemment au sol. Il reste là, les yeux écarquillés, surpris. Pendant ce temps, Jin se précipite, attrape la main de Dalgan et s'enfuit à nouveau, car rester en dehors des combats est le meilleur moyen de survivre, surtout quand on protège sa sœur. Yang-Zhu les voit s'échapper mais ne peut pas les arrêter. Mu, quant à lui, se sent plutôt bien. Il s'attendait à ce que cet impact le brise, mais son entraînement a payé. Il a contracté son dos à la dernière seconde et a à peine senti le choc. Il contracte à nouveau son dos, relâche la pression et se redresse d'un bond sans utiliser ses mains. Kang demande à Mu s'il veut de l'aide pour achever Yang-Zhu, mais le protagoniste l'envoie balader et dit qu'il gère. Yang-Zhu essaie de le prendre au dépourvu. Il attrape le bras droit du MC, chope sa chemise de l'autre main et le projette au sol une nouvelle fois. Mu le sent à peine et pense que c'est juste grâce à l'entraînement, sans réaliser que Yeon-yang est en dessous de lui à chaque fois, encaissant le coup. Puis le pied de Yang-Jo fonce vers son visage. Mu bondit en arrière hors de portée, et son visage devient sérieux. Il pense que Yang-Jo a juste essayé de frapper son assistant exprès. Pour une fois, le protagoniste se soucie vraiment de Yeon-yang. Il s'élance et assène une tempête de coups de poing, ne laissant pas une seconde de répit à Yang-Jo. Tout ce que Yang-Jo peut faire. Yang-Jo n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi petit frappe si fort. Réalisant qu'il perd le contrôle avec Mu qui fait pression sur lui, Yang-Jo utilise sa dernière botte secrète. Il fonce pour plaquer Mu avec tout son poids, en hurlant pour demander qui est ce Yeon-yang. Son sourire disparaît quand il réalise que Yang-Jo lui fonce dessus comme un rocher. Il ancre ses pieds au sol et se prépare au choc, mais la différence de taille est trop grande. Yang-Jo le repousse et le projette sur le côté. Pourtant, Mu atterrit près de Kang sans la moindre égratignure. Kang, qui se contentait d'observer, demande à nouveau si le protagoniste veut de l'aide. Le protagoniste refuse, lui confie Yeon-yang et se montre confiant, bien qu'il n'ait pas de vraie solution contre un type aussi grand. Puis il a une idée. Viser les points faibles. Même un rocher a des endroits qui peuvent se briser. Alors Mu se précipite dans l'angle mort de Yang-Jo. Yang-Jo se retourne, mais Mu est déjà de l'autre côté en train de lui infliger 2 autres coups sur le devant des cuisses.
Les coups font presque s'effondrer Yangjo, qui doit tendre les mains pour trouver l'équilibre. Sachant qu'il ne pourra pas suivre si le MC continue de bouger ainsi, Yangjo tente une ruse. Il pointe du doigt derrière lui et hurle que c'est à 1 contre 1. À 2 contre 1, ce n'est pas juste. Nu se retourne réellement pour dire à Kang de ne pas s'en mêler, seulement pour s'apercevoir que Kang n'a pas bougé depuis qu'il a pris Yong-Yang. Avant que le protagoniste ne réalise que c'était une feinte, Yangjo surgit dans son dos et le verrouille dans un étranglement arrière. Nu-sen rend compte trop tard et n'arrive pas à se dégager. Kang observe, hésitant, puis voit le visage du MC changer de couleur alors qu'il se débat, et se dirige vers eux. Il essaie de parler, mais Yangjo lui écrase la gorge. À seulement quelques pas de là, Nu laisse échapper un cri forcé. Ne m'aide pas. Kang s'arrête. Il n'est toujours pas sûr que le protagoniste aille bien, mais il aperçoit alors ce même sourire, et le MC lui dit de ne jamais l'aider. Malgré tout, Nu est en réel danger. L'étranglement coupe l'afflux sanguin vers son cerveau, et il sait qu'il peut s'évanouir à tout instant. Pourtant, il a un plan. Soudain, il gonfle les muscles de son cou, puis Nu glisse ses 2 mains dans l'espace entre sa nuque et les bras de Yangjo, puis contre-attaque. Il serre de toutes ses forces. Yangjo ne supporte pas la douleur, et Nu s'arrache de son emprise. Cela ne fait qu'enrager davantage Yangjo, ce qui le rend aussi plus facile à lire, surtout maintenant qu'il est déjà épuisé. Le protagoniste sent que Yangjo est presque à bout. On dirait qu'un seul coup net au bon endroit suffira à l'achever, et Nu serre le poing. Quelques jours plus tôt, le MC s'était entraîné avec l'énorme professeur. Le professeur lui a dit que la posture comptait le plus et lui a montré des squats lourds, soulevant la barre et montant et descendant tout en expliquant à quel point c'est excellent pour les jambes. Mu a étudié les muscles des jambes du professeur et sa façon de bouger. Après la série et une courte pause, le professeur l'a vu s'approcher pour essayer lui-même. Il était choqué et a demandé si le protagoniste était sérieux, surtout avec une telle charge. Mais Mu a soulevé la barre du rack et s'est mis en position. Bien que son visage soit resté impassible, ses jambes tremblaient et pliaient vers l'extérieur. Réalisant que le MC comptait vraiment faire le squat, le professeur a tenté de l'en empêcher, mais il l'a ignoré. Il ne faisait pas l'idiot. Il avait juste une autre méthode. Mu avait un contrôle insensé sur ses muscles, bien plus qu'un maître ne pourrait l'expliquer. Il pouvait bouger son corps comme il le voulait et utiliser une technique lui permettant de renforcer n'importe quel groupe musculaire nécessaire. Il pouvait même déplacer les fibres musculaires là où il le souhaitait. Grâce à cela, il peut faire des choses impossibles pour les gens normaux, comme pulvériser quelque chose de la taille des pyramides d'Égypte d'un seul coup de poing. Il n'a pas utilisé cette astuce depuis longtemps, mais en ce moment, c'est sa meilleure option. À ce moment-là, juste devant le professeur, Nu a transféré les muscles de ses bras vers ses jambes et a commencé à faire des squats plus vite que lui. Maintenant, il transfère les fibres de son bras gauche vers son droit, faisant gonfler ce bras. Kang observe et lui demande s'il va bien, mais Nu lui lance un simple regard et se souvient du mouvement que Kang avait utilisé lors de leur premier combat en classe. Il copie cette technique et décoche un puissant coup de poing dans le ventre de Yangjo, privilégiant la puissance à la vitesse. Yangjo lève les 2 bras pour se protéger, mais le coup transperce sa garde et l'assomme, comme si l'on fracassait un énorme rocher en morceaux. Nu se tient au-dessus de lui, satisfait d'avoir terrassé quelqu'un d'aussi grand, puis réalise qu'il a gagné. Comme il l'a fait avec les autres, il arrache une partie de l'oreille de Yangjo et le marque comme stérilisé. Plus tard, Ejin et Daljin rentrent chez eux. Ejin demande si elle sait pourquoi ce type s'en prend sans cesse à elle. Daljin s'excuse de l'avoir à nouveau entraîné là-dedans, puis explique tout, en commençant par le jour où il l'a sauvée de ses voyous et comment elle a fait tomber son portefeuille en fuyant. Sa carte d'étudiante a fini par atterrir chez un prêteur sur gage et s'est retrouvée liée à une dette de 550 000 à son nom. Peu importe ce qu'elle disait, les propriétaires ont refusé de croire qu'elle n'avait pas emprunté cet argent. Elle poursuit en racontant comment elle a récupéré sa carte d'identité, puis est tombée sur Yangjo en s'échappant. Après avoir entendu toute l'histoire, Ejin est furieux et appelle le délégué de classe. Même fou de rage, il reste poli et prévient qu'il ne pourra pas assister à la réunion d'aujourd'hui. Chez le prêteur sur gage, le patron et son employé discutent quand la porte s'ouvre avec fracas et que Ejin fait irruption. Le patron se retourne, agacé, mais Ejin le met à terre d'un coup de poing et continue de le frapper, tandis que l'homme en costume noir observe sous le choc, se réjouissant secrètement que son ordure de patron se prenne enfin une raclée. Malgré cela, il attrape le téléphone et appelle à l'aide. 2 hommes immenses se précipitent pour arrêter Ejin et le maîtriser. Ejin ne bronche pas. Il est d'ordinaire si calme, mais la part sombre liée au démon qu'il déteste tant commence à s'éveiller, et il ne s'en rend pas encore compte. Pourtant, ce sang coule en lui. La porte qu'il avait fermée pour masquer le bruit est maintenant défoncée après que l'un des gros bras a été balancé à travers. Ejin élimine tout le monde sans la moindre égratignure, puis il exige de savoir pourquoi il faisait pression sur sa sœur pour de l'argent alors qu'elle n'a jamais rien emprunté. Le gars au sweat à capuche violet le prévient de ne pas les chercher, mais Ejin ne recule pas. Il déclare que s'il touche encore à Daljin, il reviendra et les fera payer, puis s'en va. Après son départ, le patron jure que Ejin va le regretter. Plus tard, Kang marche avec Mu, qui est toujours gonflé à bloc après avoir battu Yangjo. Kang ne cesse de le fixer, puis demande comment le protagoniste a fait pour gonfler son bras de cette façon. Le protagoniste sourit et lui montre comment il déplace un muscle d'un bras à l'autre.
Kang essaie de l'imiter et n'y arrive évidemment pas. Mu dit qu'il n'a pas encore appris à parler à ses muscles. Chacun est différent, il doit donc les ressentir un par un. Puis il explique davantage. Si l'on comprend chaque muscle et qu'on les fait travailler ensemble, on peut les obliger à obéir et les contrôler comme on le souhaite. Cela ne fait que semer davantage la confusion chez Kang, mais il continue d'essayer. Puis Yang Yang demande pourquoi le MC révèle ses techniques secrètes. Le MC hausse les épaules. Si Kang devient plus fort, les choses seront plus amusantes, et des combats plus difficiles l'aideront à progresser plus vite. D'ailleurs, il doit devenir assez fort pour affronter Lucifer. Yang Yang lui rappelle que la barrière terrestre autour de son domaine était solide, donc Lucifer ne pourrait de toute façon pas y pénétrer. Mu reste persuadé que Lucifer trouvera un moyen, et il veut être prêt. À partir de maintenant, dit-il, tout n'est qu'entraînement. Ensuite, le garçon aux sweats violets est convoqué par le vrai patron, son oncle. Le gamin dit que tout allait bien et commence à se vanter de son arnaque de prêt et de son fonctionnement. Son oncle dévoile ses dents en or et dit que le garçon devient trop insolent. Avait-il peur de ne pas hériter de l'affaire? Chaque entreprise a des passes difficiles, mais l'oncle est quand même déçu. Il n'a même pas pu gérer un petit prêteur sur gage avec des gardes à sa disposition. Malgré tout, il laisse son neveu partir pour le moment. À un autre étage, les 3 hommes du prêteur sur gage que Jean a battu sont déshabillés et tabassés par l'équipe du patron pour avoir perdu contre un lycéen. Il frappe le blond et lui ordonne d'ouvrir la bouche avant d'y jeter une pilule bleue. Pas ce genre-là. Le blond est traîné de force et averti de ne pas la recracher, sous peine de mourir. De retour avec le patron, il descend son neveu par l'ascenseur et lui explique que son idée d'entreprise n'était pas mauvaise. Le problème, c'est que ses cibles étaient des étudiants pauvres. L'oncle sort quand l'ascenseur s'ouvre, et une arène clandestine apparaît, remplie de centaines de personnes attendant le prochain combat. Le gamin aux sweats violets reste bouche bée, stupéfait, tandis que l'oncle PDG dit que le vrai argent vient des gros matchs. Un combattant entre, et l'oncle lui dit de regarder attentivement. Le corps de l'homme a l'air étrange, parcouru de veines violettes, et le neveu réalise que c'est l'employé blond de son prêteur sur gage, celui forcé d'avaler la pilule bleue. Les 2 combattants entrent dans l'arène, il attrape le bras de son adversaire et le fait tournoyer. L'autre homme tente de bloquer, mais le coup transperce sa garde et brise ses os instantanément. Il hurle, mais avant de pouvoir réagir, un autre coup de poing de l'autre côté lui écrase le visage. L'homme blond est ravi par cette puissance et a du mal à croire qu'elle est vraiment à lui. Depuis les sièges VIP, le PDG et son neveu regardent ce massacre à sens unique. Le PDG sort une autre pilule bleue et dit que l'une d'elles lui permet de choisir le vainqueur de n'importe quel combat, puis la lui tend. Le gamin la fixe simplement, pensant à la facilité avec laquelle il pourrait battre Mu avec ça. À la salle de sport, le protagoniste s'acharne à l'entraînement et termine par des squats. Il repose les poids et recule, son corps maintenant beaucoup plus imposant, les veines saillantes. On dirait qu'il fait de la musculation depuis des années. Il dit que la série était incroyable. Tout son corps bourdonne. Son professeur le fixe, stupéfait, et dit qu'il a vu beaucoup de drogués de la salle, mais jamais personne prendre du volume aussi vite. Il commence à se demander si Mu ne prend pas quelque chose. Le MC dit qu'il est faible, mais le professeur le coupe et commence à le mettre en garde contre le dopage. Il ne s'arrête que lorsqu'il répète « J'ai dit que je suis faible ». Il est encore loin d'être assez fort pour affronter Lucifer. Désormais plus costaud que jamais, Mu se promène avec Yonjiang à ses côtés, portant ce que Kim lui a appris, décroche, le presse contre l'oreille du protagoniste et lui dit de prendre l'appel. Kim se met à crier, demandant où il est et pourquoi Yonjiang n'a pas été vu depuis la semaine dernière. Le MC n'explique pas grand-chose. Il dit seulement qu'il est venu vérifier l'efficacité de son entraînement. Puis, de retour dans la même ruelle où cette petite fille agaçante l'a battu, les 2 filles sont de nouveau là, heureuses de l'argent de 8 combattants et des dons du stream, ignorant que Mu les a déjà trouvées. Il les interpelle. Elle se retourne, et il sourit de toutes ses dents. Ça fait un bail. Shingo bondit et dit qu'elle n'a pas dû le frapper assez fort la dernière fois, puis elle charge. Le protagoniste ne bouge pas. Il la laisse s'approcher, et tout comme la dernière fois, elle bondit et enfonce son genou dans sa poitrine. Elle pense avoir réussi son coup, mais en atterrissant, Mu recule à peine d'un pas, les mains toujours dans les poches. Yang Yang demande s'il va bien, et le MC affiche son sourire habituel. Il va bien. Cette fois, il n'a pas fait la même erreur. Il s'était déjà préparé et avait contracté cette zone. Avant, il manquait de muscles pour encaisser, mais plus maintenant, alors le genou l'a à peine blessé. Après avoir encaissé ce premier coup, il devient sérieux. Il fonce avec Yang Yang sur sa tête. Fort de sa nouvelle puissance, il se rapproche rapidement et commence à asséner des coups de poing. Moon sent la différence maintenant. C'est lui le plus costaud, cette fois. Contrairement à Yangzhou, elle n'a pas un instant pour respirer. Il lui assène un coup de pied violent sur le flanc et sans l'impact, son sourire s'élargissant, mais elle attrape son pied en plein vol, et maintenant, elle est en colère. Pas seulement à cause du coup, mais parce qu'il agit comme si elle était faible parce qu'elle est plus petite. Elle plante un coup de coude direct dans son genou, visant le pire endroit. Même là, il ne tombe pas, et il est clair qu'il a changé depuis leur dernier combat, alors elle arrête de se retenir. Elle se précipite et lui fracasse la mâchoire d'un coup de coude, enchaîne avec un autre coup de coude ascendant sur un autre point de la mâchoire,
puis pivote et martèle son flanc avec un troisième coup de coude, y mettant toutes ses forces. Tout passe avec précision, mais Mu est toujours debout. Sa confiance vacille lorsqu'elle revoit ce même sourire flippant. Il en profite pour l'attraper par le col, tout comme Yang Zhou l'avait fait avec lui, puis la projette violemment au sol. Mu plonge pour lui écraser le visage, mais elle esquive à la dernière seconde. Ensuite, le protagoniste transfère la majeure partie de sa puissance, mais ce n'était pas tout. Juste avant l'impact, il a changé d'appui, transférant la force de ses jambes vers le haut de son corps pour l'écraser avec un plaquage. Elle vole en arrière et ne s'arrête que lorsqu'elle percute la grande fille qui la rattrape. Inquiète pour son amie, qui est classée au-dessus de Yang Zhou, la grande fille intervient. Elle fonce sur Mu et commence à décocher de nouveau ses longs coups de pied. Le MC les bloque et décide de forcer le passage. Il s'élance en avant et lance un coup de poing à pleine puissance directement sur son visage, mais la plus petite fille s'interpose au dernier moment et lui fracasse le visage d'un coup de coude, manquant de le déchirer. Puis les deux filles attaquent ensemble à coups de pied et de poing, repoussant Mu alors qu'il essaie de tenir sa position. Malgré cela, il sent bien que l'entraînement a payé. Quelques jours plus tôt, il n'aurait pas fait le poids face à elle deux. Mais pour vraiment inverser la tendance, il lui faut quelque chose de nouveau. Il regarde Yang Zhou et dit qu'il a trouvé un moyen d'augmenter sa portée. Alors il attrape Yang Zhou par la queue, le fait tournoyer et charge en hurlant que maintenant, c'est du 2 contre 2. Mu fonce sur les filles avec Yang Zhou comme arme, les giflant toutes les deux avec le lézard. Il essaie de frapper à nouveau, mais la petite fille s'interpose et fait voler Yang Zhou de sa main. Ensuite, ils échangent des coups de pied et de poing tandis que Mu riposte. Il rattrape Yang Zhou au vol et continue son assaut. La petite fille sait qu'une arme vous rend vulnérable de près. Le bras qui la tient devient inutile, alors elle fonce et place un uppercut. Yang Zhou échappe à l'étreinte de Mu, atterrit sur la grande fille, et la frappe même avec un coup de pied du dragon. Pendant ce temps, il avait contracté son cou, rendant l'uppercut presque inefficace, et il réplique avec un coup de boule. La petite fille tombe presque instantanément. Yang Jio est toujours accroché à la grande fille, mais elle l'arrache, le jette, et assène un lourd coup de pied sur le flanc de Mu. Pendant une seconde, ça a l'air puissant, mais ça ne lui fait rien. Il avait contracté ses abdominaux. Le protagoniste attrape son pied et lui enfonce le coude dans le genou, de la même façon que la petite fille lui a fait plus tôt. Elle hurle et lance un autre coup de pied avec son autre jambe. Mu rattrape celui-ci aussi, la fait tournoyer, et bien qu'il préfère les frappes aux prises, il en utilise une en souvenir du bon vieux temps. Il tord ses deux jambes derrière son cou, la laissant incapable de se défendre. Mu utilise l'ancienne clé articulaire égyptienne. Elle hurle que ses jambes sont sur le point de se briser et se rend. Puis elle le supplie d'arrêter. Elle abandonne, et Mu la relâche pour la toucher, mais elle se dégage, lui assène un coup de pied et bondit en arrière. Le MC se demande si elle essaie encore de se battre. Alors qu'elle fouille dans la poche de la petite, Mu fonce sur elle, mais elle lui jette tout leur argent au visage comme un écran de fumée, et les deux filles disparaissent. Il est agacé de ne pas avoir pu l'atteindre, alors il ramasse son chapeau et décide qu'il l'aura la prochaine fois. La grande fille porte la petite pour l'éloigner, en lui disant de se réveiller, mais elle est complètement assommée. Puis on passe à Yang Jio, furieux que les chasseurs de brutes aient ruiné ses plans. Il jure de les tuer et donne un coup de pied dans un caillou. Celui-ci roule jusqu'au pied de quelqu'un. Avec sa dégaine d'oiseau, le type se présente comme Guak de Jong de Chukue et demande qui a passé à tabac Yang Jio. Ce ton l'agace, mais Guak dit simplement que sa bouche fonctionne encore et qu'il peut encaisser quelques coups de plus. Yang Jio reste de marbre. Guok s'est déjà fait écraser par la petite, alors il l'attrape par le col. Guok hésite, puis croque une pilule bleue et se met à rire, ce qui met Yang Jio encore plus en rogne. Les veines de Guok gonflent, et Yang Jio le frappe en disant qu'il va lui faire sauter toutes les dents. Un instant plus tard, Yang Jio est à terre, affalé contre un mur et salement amoché. Le lendemain, les filles se baladant se plaignant d'avoir donné tout leur argent à Mu et d'avoir perdu le chapeau. C'est alors que Guok apparaît. La petite demande ce qu'il veut, et Guok avale simplement une autre pilule bleue. Son corps se transforme à nouveau. Des veines ressortent de partout, et même ses yeux commencent à briller. Avec un sourire carnassier, il dit que leur chance vient de tourner. Quelque chose dans la poitrine de Guok se met à briller, propageant ce pouvoir étrange dans son corps, et toute son attitude change. Il devient plus violent et déclare qu'après Yang Jio, il va les écraser elles aussi, et que Gotri sera fini. Il sera le seul caïd restant. Puis, il leur fonce dessus. Il s'en prend directement à la petite. Elle esquive de justesse, mais il ne la lâche pas. La grande intervient avec un coup de pied au visage, et la petite enchaîne avec un coup de coude. Toutes deux ressentent une onde de douleur, comme si elles venaient de frapper de l'acier massif, et Guak ne bronche même pas. Il attrape la jambe de la grande et la frappe, faisant craquer l'os. Elle s'effondre en hurlant. La petite continue d'attaquer, mais Guok bouge à peine. Puis il l'attrape par la tête. Elle lève les yeux et demande ce qu'il a fait à son corps, et il la projette violemment au sol, l'assommant sur le cou. Les regardant de haut, il se met à rire. C'est donc ça le niveau de Gotri, pathétique. Puis il s'éloigne, ravi d'avoir enfin pu sortir la réplique qu'il répétait à l'époque où ils étaient plus forts que lui. Plus tard, il fait son rapport à son boss et dit que cette pilule est dingue. À ce rythme, il pense que personne ne peut le battre. Son boss lui demande s'il a toujours l'intention de tenir sa promesse.
Gok répond par l'affirmative. Amène qui tu veux. Puis il demande pourquoi le boss ne prend pas la pilule lui aussi, et celui-ci reste silencieux. Quelques jours plus tôt, l'oncle PDG expliquait le fonctionnement des pilules. Plus le gain de puissance est grand, pire sont les effets secondaires. Ta personnalité devient violente, et si tu en abuses, les gens peuvent littéralement exploser. De retour dans le présent, le boss invente une excuse à propos d'une médecine à base de plantes. Guac demande quel est le rapport, mais le boss insiste sur le fait qu'il y en a un, et ils partent. Mu se pointe alors avec ses mollets énormes, essayant de trouver dans quelle école vont les filles. Il veut sa revanche. Le lendemain, à leur école, Mu discute avec Kim. Elle lui dit que les filles sont du lycée Whistle et lui dessine un plan. En échange, elle a le droit de garder Yeon-yang un moment, ce qui la rend vraiment heureuse. Mais quand le protagoniste lui demande d'en dessiner un autre, elle le traite de boomer et lui dit d'utiliser son téléphone. Mu se met en route avec Yeon-yang, et Yeon-yang lui sert de GPS pour le guider jusque-là. Une fois sur place, le MC repère la grande fille. Elle le remarque aussi et voit le chapeau qu'il a ramené. Puis elle les mène à l'infirmerie, dans la chambre de l'autre fille. C'est étrange de les voir le laisser entrer alors qu'il essayait de s'entretuer la veille. Elle explique que la petite s'est fait démolir par un psychopathe qui les a attaqués. Elle l'a dénoncé à la police, et il n'est plus réapparu au lycée depuis. Il s'appelle Gok Da-jeune. Puis quelqu'un gémit derrière le rideau. Il se retourne. Mu l'ouvre d'un coup, et c'est Yeon-Jio, amoché encore pire que la dernière fois qu'il l'a vu. Il maudit Gok Da-jeune et s'évanouit, tandis qu'une infirmière crie que le patient entre en état de choc. À son réveil, Yeon-Jio n'aime toujours pas Mu, mais il se met à parler. Il dit que Gok a pris une drogue étrange et est devenu incroyablement fort. Il était le plus faible de Gotri, et maintenant, c'est le type le plus fort que Yeon-Jio ait jamais affronté. Le protagoniste écoute, visiblement excité que quelqu'un ait pu battre Yeon-Jio à ce point, et demande où le trouver. La fille dit que personne ne le sait, pas même la police. Alors Mu décide de le traquer lui-même. De retour au lycée, le MC porte des cartons pendant que le prof Huck lui dit d'en faire une vraie habitude, mais son esprit est ailleurs, bloqué sur Guac. Pendant ce temps, Guac passe derrière lui, au téléphone avec quelqu'un qui lui dit de faire attention et d'arrêter de crier sur tous les toits qu'il prend de la drogue. Guac répond qu'il est déjà trop tard, monte les escaliers et se dirige vers la classe qu'il cherchait. Et Jun est simplement assis là quand Guac le reconnaît grâce à la photo de son boss, avale une pilule, fait irruption et lui annonce qu'il va mourir aujourd'hui. Ensuite, il soulève un bureau avec l'élève encore assis dessus et le jette sur Ejun. Ejun s'esquive, et le bureau passe par la fenêtre. Personne ne sait qui est ce grand malade, et les élèves se mettent à crier qu'ils vont appeler un prof. Ejun se pose la même question quand Guac lui fonce dessus, lui fracasse le bras gauche et le projette violemment contre les casiers. Le coup de poing suivant s'enfonce dans le métal. Si ça l'avait touché, ça aurait fait très mal. Ejun déclare que ça compte comme de la légitime défense et se prépare. Il décoche un coup de poing dans le ventre de Gok et enchaîne avec d'autres frappes. Gok marque une pause et on dirait que les attaques pourraient vraiment marcher, puis il rigole et dit que ça le chatouille. Alors Ejun lui met un uppercut et le traite de psychopathe. Gok l'encaisse sur le menton et lâche que celui-là a fait un peu mal. Puis il attrape la main de Ejun et serre, la lui broyant. Ejun se tord de douleur sous les yeux de toute la classe. Kan et Daljun sont là aussi. Daljun réalise que c'est son frère qui se bat et lance carrément ses chaussons sur Gok, comme si ça allait aider. Gok se tourne vers elle, et elle lui hurle de lâcher Ejin. Gok dit qu'il ne peut pas, puis tente de la frapper. Kan s'interpose, bloque le coup et lui demande à quoi il joue, pendant que Ejin essaie de se libérer en plantant son coude dans l'avant-bras de Gok. Gok le lâche, et Ejin craque, disant que toucher à sa sœur a franchi la limite. Ensuite, lui et Kan foncent sur Gok ensemble. Le prof Hulk entend qu'il y a une bagarre dans la classe de 3e année et accourt immédiatement. Cela attire l'attention de Mu. Hors de question qu'il rate une baston. Il lâche ses cartons et s'y dirige. Dans son sac, Yeonjiang se fiche d'un coup, affirmant qu'il sent son radar magique s'affoler. De retour dans la classe, Kan et Ejun font équipe contre Gok. Gok se tourne d'abord vers Kan, essayant de l'éliminer, mais Kan esquive tout. Gok ne fait que balancer sa force brute, ce qui ne fait que le frustrer davantage. Alors, il essaie plutôt d'attraper Kan. Puis il le frappe par derrière avec un coup de pied à l'intérieur de la jambe, et Kan pose un genou à terre. Il se retourne, et Kan lui enfonce 2 doigts dans les yeux en lui disant de faire attention. Peu importe ta force, il y a toujours un point faible, dit Ejin, et il continue de le presser. Gok en a marre, réalise qu'il est en train de perdre, et s'éloigne. Puis il repère quelqu'un et sprinte vers la porte. Les élèves pensent qu'il en a après eux, mais il s'arrête devant son dealer et le supplie pour une pilule de plus. Le chauve lui demande pourquoi il le grille devant tout le monde. Gok continue de supplier pour en avoir une autre, jurant qu'il attrapera Ejin comme on lui a dit. Le chauve s'énerve que Gok vienne de le balancer, et Ejin le reconnaît comme l'ordure qui a essayé d'arnaquer sa sœur. En croisant le regard noir de Ejun, le chauve fourre une pilule dans la bouche de Gok et lui dit de ne pas tout foirer. Gok dit qu'il n'y a pas de problème. Ejun s'avance et les avertit de ne pas l'ignorer. S'il continue de le chercher, il ne peut pas promettre ce qui va se passer. Il dit qu'il les a déjà prévenus au prêteur sur gage, mais avant de pouvoir finir, il est violemment repoussé en arrière, ce qui choque Kan. Ejun s'écrase contre le mur,
et puis Kang est projeté à son tour. Le mutant gagne en puissance et se transforme en un véritable monstre violet. Daljin s'inquiète pour son frère et essaie de le rejoindre, mais Guok tend la main vers elle. Puis le prof musclé attrape sa main et dit que soulever de la fonte ne lui donne pas le droit de frapper ses élèves, et qu'il est temps de lui donner une leçon. Le prof essaie de l'arrêter par la force, mais Guok serre en retour et lui brise les doigts. Le prof s'enfuit en hurlant d'appeler la police, et Mu entre. Yonjiang dit au protagoniste que c'est le fameux mutant. Il peut sentir le mana émaner de lui. Le chauve repère Yonjiang, sa garantie, et se jette pour l'attraper. À la place, il marche sur la pantoufle de Daljin, glisse, et s'étale face contre terre. Mu attrape son crâne chauve et lui met un coup de coude, mais ce n'est toujours pas suffisant. Le chauve jure et hurle à Gog d'abattre Mu. Gog dit d'accord et balance un coup. Le MC reste planté là à attendre le premier coup pour que ce soit officiel. Ce n'est pas très malin, mais juste avant que ça ne touche, le power-up de Guok s'épuise. Yonjiang avait déjà aspiré son mana dans un petit orbe. Maintenant que le combat est lancé, Mu met une raclée à Guok pendant que Yonjiang regarde. Yonjiang dit que ce mana lui semble familier. Guok est étalé au sol, et Mu se plaint qu'il était trop faible pour être amusant. Puis il dit à Yonjiang de remettre le mana. Yonjiang s'exécute, mais le prévient que ce n'est pas un mana normal. Mu demande ce que c'est, et Yonjiang dit qu'il est si pur et puissant qu'il ne peut venir que d'un dieu. Il n'y a pas de mana sur Terre autrement. Le protagoniste se dit que ça fait une éternité qu'il n'a pas eu de mana, alors un autre dieu doit interférer avec la Terre. Mu demande si c'est le sien, et Yonjiang admet timidement que oui. Puis la grosse brute violette se relève, les fusillant du regard comme s'il était prêt à en découdre. Il y a environ 1000 ans dans le royaume divin, Mu a combattu le dieu Cyclope. Le Cyclope géant était agacé que le MC essaie constamment de le combattre. Il a jeté son arme assez fort pour fracasser le sol, mais elle s'est soudainement brisée, et il se tenait dessous, complètement indemne. Puis Mu a donné un seul coup de poing et a effacé à la fois le Cyclope et son arme d'un coup. Le Cyclope a repris sa forme normale et a dit au protagoniste d'arrêter de l'ennuyer. Le protagoniste a dit qu'il le ferait si le Cyclope lui offrait un vrai combat, puis est parti insatisfait en disant qu'il reviendrait. Essayant de lui remonter le moral, Yonjiang a eu une idée brillante. Yonjiang a ramené un énorme rocher de la terre. Il l'a réduit en poudre avec de la magie, a craché un liquide étrange, l'a mélangé, l'a pressé encore plus fort, et l'a scellé avec de la magie pour terminer le travail. À la fin, il a ajouté la partie la plus forte. Il a dit à Mu d'en donner juste un tout petit peu aux ennemis avant un combat car c'était incroyablement concentré. Il lui a même montré la bonne dose. Mu a tout pris quand même. Bien sûr qu'il l'a fait. Puis il a couru retourner voir le Cyclope. Yonjiang ne pouvait que s'inquiéter, et presque aussitôt, le MC a été projeté en arrière avec un grand sourire. Il a adoré ça. Le Cyclope était bien plus fort, et les deux se sont battus sur toutes ces terres. Même ainsi, il a gagné. Le Cyclope est tombé vers la patte, et la pierre magique a volé vers la minuscule terre mais n'a pas pu passer car seul le dieu de ce monde pouvait l'affecter. Elle a rebondi sur le nez de Yonjiang et est tombée sur terre. C'est comme ça que la patte magique est arrivée ici. De retour en classe, Mu dit à Yonjiang qu'il s'est bien débrouillé. Puis le géant frappe, mais le protagoniste esquive et concentre plus de puissance dans son bras gauche, repoussant violemment le mutant. Même Mu admet que le gars est costaud. Son poing lui fait mal. Le mutant continue d'attaquer puis abat ses deux poings, secouant toute l'école comme un tremblement de terre. Les élèves perdent l'équilibre alors que le bâtiment tremble. Il perd l'équilibre, alors le mutant lui attrape l'épaule et le projette contre la porte, déchirant ses vêtements. Yonjiang l'appelle, demandant s'il va bien. À la place, Mu demande combien de temps il reste au mutant. Yonjiang vérifie le mana. Environ 5 minutes. Juste 5. Yonjiang lui dit de gagner du temps pour qu'il s'affaiblisse, mais Mu s'inquiète d'une chose. Après 5 minutes, il ne pourra plus se battre contre lui. Alors le MC dit qu'il en finira en 5 minutes. Ailleurs, l'oncle travaille dans son sous-sol avec la pâte de pierre magique de Yonjiang. Il en détache un morceau avec un marteau en disant que c'est suffisant pour le moment. Mu déchire sa chemise et se prépare. Il sait que s'il échange des coups de front, son corps va se briser. Mais s'il arrive à égaler le monstre sur un point, il peut gagner. Au fil du temps, ses muscles sont devenus si gros qu'ils le ralentissaient, alors il a appris à garder sa force sans perdre de vitesse. Une méthode qui rend les muscles plus denses tout en réduisant leur taille. Dans sa forme divine, il pouvait les compresser 150 000 fois. Ici, il le fait une fois, renforçant un seul endroit sans ralentir ni prendre trop de volume. Yonjiang l'avertit qu'un coup de poing arrive. Mu l'évite de justesse, rétrécit un bras et booste encore plus son bras droit. Il le compresse une seconde fois, puis le monstre l'attrape et le projette contre le mur. Mu s'y écrase violemment, mais n'abandonne pas. Il prend appui et compresse son bras droit une troisième fois. Le monstre charge, et il commence à échanger des coups. Leurs poings entrent en collision, et l'impact est si énorme que les fenêtres explosent. Le monstre recule, la main palpitante de douleur, choqué que Mu puisse l'égaler. Ils s'affrontent à nouveau, et il commence à prendre le dessus. La même force frappe plus fort lorsqu'elle est concentrée sur un point plus petit. C'est l'astuce de Mu. Le monstre prétend qu'ils sont à égalité, mais le protagoniste n'est pas d'accord. Il est en train de gagner. Alors que les 5 minutes sont presque écoulées, Mu assène un coup de poing dans le torse du monstre et le propulse à travers le mur.
La créature s'écrase sur le sol à l'extérieur. La police et le professeur qui l'a appelé la regardent atterrir à leurs pieds. Le monstre rétrécit, et les gens se mettent à crier pour appeler une ambulance. À l'intérieur, Mu regarde le trou qu'il a fait, puis repère le chauve essayant une fois de plus d'attraper Yong-Yang. Le chauve n'arrive pas à croire que Mu ait vaincu ce monstre. Il tire brusquement sur Yong-Yang et affirme que c'était le plus faible. La prochaine fois, il amènera quelqu'un de plus fort pour obtenir la tête du héros. Yong-Yang se laisse tomber en faisant comme si tout allait bien et dit que s'il avait du mana, ce clown serait fini. Puis il le regarde tomber à genoux, l'air complètement épuisé. Mais en réalité, Mu est surexcité de savoir qu'il y a quelqu'un de plus fort. Il ordonne à Yong-Yang de recracher l'orbe de guérison qu'ils ont gardé, car il est prêt pour le prochain combat. Pendant ce temps, l'oncle réduit encore de la pierre magique en poudre et fabrique de nouvelles pilules. Son idiot de neveu chauve se précipite à l'intérieur pour en demander d'autres. L'oncle demande comment il a pu les épuiser si vite, et le neveu répond que chaque monstre en nécessite au moins 3. Le dernier naine a pris que 2 et s'est quand même fait battre. L'oncle se fige. Il a du mal à y croire. Des corps s'effondrent à l'extérieur, ils se tiennent sur leur garde, et la porte s'ouvre lentement. Mu est là, à la recherche de son prochain adversaire. L'oncle demande comment il est entré alors qu'il y a des gardes dehors. Mu répond qu'il s'en est déjà occupé et demande où est le plus fort.